Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance de questions d'actualité au Sénat. Pendant l'épidémie de coronavirus, en plus des auditions, les sénateurs continuent à interroger le gouvernement une fois par semaine dans l'hémicycle sur sa gestion de la crise et sur les conséquences économiques et sociales de cette situation, mais aussi sur le déconfinement qui débute le 11 mai. La séance commence dans quelques minutes à 15 h dans des conditions qui respectent les consignes sanitaires. Je suis avec Sylvie Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine, vice-présidente de la commission de la culture. Vous allez poser une question au gouvernement tout à l'heure, justement sur la situation de la culture qui vous inquiète. Absolument. C'est un secteur qui est, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, mais particulièrement touché. D'autant que, si vous vous souvenez, les interdictions de rassemblement de 5000 personnes ont été déjà mises en œuvre dès le 1er mars. Beaucoup de salles, ensuite, quels qu'ils soient les théâtres, les cinémas, ont fermé. Et la grande interrogation, c'est pour tout le monde. Quand vont-ils ouvrir? Et je crois que cette incertitude pèse encore plus, au-delà de la fragilité du secteur, sur bien la question de la visibilité et des perspectives à donner aux acteurs. Bien sûr, pour ce secteur, c'est plus compliqué que Absolument. pour d'autres, comme par exemple pour les restaurants ou pour les bars. Pour vous, quand est-ce qu'ils doivent rouvrir ? Écoutez, là, c'est une question qui n'appelle pas pour ma part de réponse, Oui. parce que certains disent la qu'ils question... ne pourront pas tenir au-delà de l'été. Les modalités de sortie de confinement, nous ne les connaissons pas, donc la question sanitaire prime. Et on sait très bien que se retrouver dans une salle de spectacle ou dans un cinéma très peu de temps après le 11 mai va être absolument impossible. En revanche, je crois qu'il faut que les acteurs culturels aient de la visibilité. Ils attendent des règles, ils attendent des protocoles très précis, un peu comme l'école. Voilà, quoi faire lorsqu'on est dans une salle de théâtre de tant de personnes? On pourrait imaginer, comme dans l'hémicycle, faire des spectacles pour moins de personnes, une jauge vraiment réduite, avec personnes côte à côte. Quand je demande de la visibilité, c'est absolument ces réponses-là qui sont attendues. En fonction de la question sanitaire, bien sûr, je crois qu'il faut projeter les acteurs culturels, pas seulement dans l'actualité d'aujourd'hui, mais surtout pour demain, parce que je vais le dire tout à l'heure, ils construisent leur programmation. Et les théâtres, les cinémas et surtout les théâtres. Le printemps, c'est le moment où on présente sa programmation en général. Vous avez les grands festivals qui sont annulés, les petits festivals, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un petit festival, se pose beaucoup de questions. Vous avez vraiment une situation extrêmement à la fois dramatique, mais aussi, je dirais, anxiogène du secteur culturel. C'est un secteur qui est fragile, qui a des particularités, qui est vraiment très vaste parce que ça va du patrimoine au spectacle vivant en passant par les arts plastiques et l'audiovisuel. Vous le savez, ça répond à des modèles économiques très divers. Donc vraiment, il faut avoir une perspective et il faut anticiper. Je crois que ce sera le credo que je tiendrai tout au long de ces semaines et ces mois qui arrivent avec le gouvernement. Vous défendez également un fonds d'urgence pour la culture. Pour vous, de quel montant doit-il être doté et quel doit être son principe? Alors, je pense qu'il y a déjà eu un certain nombre de mesures qui s'appliquent au secteur culturel. Le fonds de solidarité, l'activité partielle, et ça c'est vraiment très important. Par contre, on sait très bien que la question des charges structure se pose, mais la question des recettes, et notamment de la billetterie, se pose encore plus, d'où la fragilité du secteur. Et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait des fonds d'urgence de solidarité pour le spectacle vivant notamment, mais pas seulement. Et ce sera forcément aussi démontrer que la culture est très diverse dans ses approches, que les acteurs fonctionnent de façon très différentes et que pour cela, eh bien, c'est presque du cousu humain ou en tout cas, il va falloir s'atteler à des fonds d'urgence et de solidarité très très vite. Vous parlez du problème de la billetterie. Effectivement, on peut craindre que malgré toutes les précautions, eh bien, le public ne soit pas au rendez-vous. C'est aussi ça la difficulté. Absolument. Non seulement ils perdent de la billetterie, mais on ne sait pas du tout demain comment va réagir le public. Et je crois que cette incertitude est encore plus difficile pour à la fois, je sais bien et je le comprends, anticiper sur ce qu'on doit faire pour le secteur culturel, d'où la nécessité de le penser aujourd'hui avec eux. Je dis avec eux, mais aussi avec les collectivités territoriales qui sont en première ligne, qui financent beaucoup la culture et qui attendent du gouvernement un cadre clair. Eh bien, merci beaucoup Sylvie Robert d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous allez poser tout à l'heure une question donc sur ce secteur de la culture. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir le président du groupe Union Centriste
ici au Sénat. Hervé Marseille, bonjour. On discute depuis hier ici au Sénat du budget rectificatif numéro 2, le deuxième qui est présenté, le plan d'urgence qui est doté de 110 milliards d'euros par le gouvernement. Il y a plusieurs amendements, notamment de la gauche, pour un retour de l'ISF. Est-ce que vous êtes favorable en cette période de crise à mieux faire contribuer les plus hauts revenus? Non, nous ne sommes pas favorables à un retour de l'ISF. Ça n'est pas un plan de finances rectificatif fourre-tout où on va ramener tout ce qui a été supprimé dans le passé, qui n'a pas nécessairement marché. L'ISF est un débat qui a eu lieu, ça a été transformé. Il y a maintenant un autre impôt, l'IFI, qui fonctionne bien, a priori, qui a du rendement. Donc il n'y est pas question, à nos yeux, de revenir sur ce débat. Vous n'en êtes plus là. Également, est-ce que vous êtes favorable à un déconfinement, pour le coup, par région? Certains présidents de région se prononcent là-dessus, estiment que ça serait ça l'une des solutions possibles, car toutes les régions ne sont pas atteintes au même niveau. Est-ce que c'est une bonne solution pour vous? Oui, c'est une solution. La bonne, vous savez, par les temps qui courent, on essaie d'être un peu les uns et les autres pragmatiques. Je crois que s'il y a une leçon à tirer de tout ce qui se passe, c'est quand même le besoin de proximité, le besoin de réaction par rapport au terrain. C'est la raison pour laquelle les élus jouent un rôle indispensable. Une fois de plus, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Et encore face à cette crise, ce sont les maires, ce sont les collectivités territoriales qui jouent un rôle majeur. Parce qu'elles sont près des familles, elles sont sur le terrain et elles sont à même de réagir avec souplesse alors que l'État est lourdement administratif. On en a vu aujourd'hui toutes les conséquences. Alors, la situation n'est pas la même suivant les départements. Quand vous êtes dans des secteurs ruraux au centre de la France, on peut réouvrir le bistrot, on peut réouvrir la petite entreprise, on peut réouvrir un certain nombre d'activités. Il faut adapter les règles nationales on n'est pas obligé de tout faire à Paris de façon soviétique à partir, j'allais dire, du Gosplan. On n'en est plus là. Il faut s'adapter au terrain et il faudra en tirer la leçon en allant vers plus de décentralisation. Justement, en parlant du terrain, les quartiers sensibles sont sous tension, notamment en région parisienne. Est-ce que cela vous inquiète? Comment l'expliquer? Comment sortir pour vous de cette situation? C'est très préoccupant. Je pense que, une fois de plus, se repose, j'allais dire, le problème des banlieues. On a regretté en son temps que Jean-Louis Borloo n'ait pas été entendu, que son plan n'ait pas été utile. On a eu un faux plan. Ce serait d'ailleurs intéressant de faire le bilan de ce qui a été proposé, puisqu'il n'y a pas de bilan. Et il faut vraiment s'occuper de ces cités, de ces banlieues. On voit aujourd'hui la complexité avec le chômage, avec les difficultés qui vont... L'exacerbation des inégalités avec cette situation de confinement. Dans ces secteurs-là, les inégalités vont se conjuguer et s'additionner également. Donc il faut pouvoir apporter des solutions spécifiques et il n'est pas... J'allais dire malheureusement inattendu qu'il y ait ce genre de réaction dans des cités où la vie est déjà difficile. Une toute dernière question, on se projette et bien sûr dans quelques jours il y aura normalement un débat sur le tracking qui est prévu au Sénat le 29 avril. Est-ce que vous voulez un vote après l'annonce de ce vote qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale? Et même est-ce que vous voulez un débat plus global comme le demande Gérard Larcher dans un courrier envoyé au Premier ministre ce lundi et un petit peu plus tard que le 29 avril? Oui, Gérard Larcher a envoyé ce courrier après en avoir parlé justement avec les responsables de la majorité sénatoriale. À l'évidence, parler du tracking seulement, ça n'est pas pertinent. Le tracking n'est qu'un des éléments du déconfinement. À quoi ça sert de parler du tracking si vous n'avez pas les tests, si vous n'avez pas les masques, si on ne parle pas du médicament, voire de la régionalisation du déconfinement. Donc il faut un débat plus global et c'est ce que nous appelons de nos voeux. Et un vote? Un vote, pourquoi pas. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un vote qui intéresse globalement le déconfinement. Eh bien, merci beaucoup Hervé Marseille d'avoir répondu à mes questions. Je vais à présent accueillir Emmanuel Capus. Emmanuel Capus, bonjour. Vous êtes sénateur Les Indépendants de Maine-et-Loire. Première question, 6 entreprises sur 10 ont recours au chômage partiel. Muriel Pénicaud l'a confirmé ce matin. Elle s'en inquiète, le gouvernement s'en inquiète. Est-ce que vous partagez son inquiétude? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de personnes qui travaillent en France, que l'activité reprenne plus rapidement? Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il n'y aura pas de reprise sans entreprise. Donc il faut à la fois avoir le chômage partiel aujourd'hui pour que les entreprises puissent reprendre très rapidement. Et effectivement, je pense que dès maintenant, les entreprises qui n'ont aucune raison de s'arrêter doivent pouvoir reprendre le travail le plus rapidement possible et qu'on a peut-être été un peu trop loin dans l'arrêt de certaines entreprises
qui n'avaient pas l'obligation de le faire. Elles sont soumises à des injonctions contradictoires entre le respect des conditions sanitaires, les difficultés et puis les injonctions économiques. C'est pour ça que le paquet doit être mis aujourd'hui pour rassurer, plutôt pour que les chefs d'entreprise soient rassurés et aient les moyens d'appliquer les consignes sanitaires pour que leurs salariés ne prennent pas de risques démesurés et qu'ils puissent reprendre leur poste au plus vite. Bruno Retailleau propose ce matin la semaine à 37 heures pendant la période de crise. Bref, le retour du travailler plus, peut-être pour gagner plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Je ne crois pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faudra travailler beaucoup pour pouvoir sortir de la crise. On est dans la situation la pire qu'on ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est sûr qu'on ne s'en sortira pas comme ça. On va voter un PLFR avec une dette abyssale qui va peser sur les générations futures. Donc on n'en sortira pas sans travailler. Je ne sais pas si c'est en travaillant plus de 37 heures ou 39 heures ou plus. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra travailler. Ça, c'est certain. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Capus d'avoir répondu à mes questions puisque la cloche a sonné. On le voit, Gérard Larcher, le président du Sénat, alors la cloche n'a pas encore sonné, mais le président du Larcher est installé pour commencer à présider cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Peut-être une toute dernière question sur le budget rectificatif et les crédits d'impôt, les annulations de charges très larges que veut le Sénat. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée du Sénat, que de toute façon le gouvernement l'aurait fait dans les mois qui viennent. Donc oui, je pense qu'on a un peu anticipé. C'est une façon d'anticiper. Je pense que c'est une façon d'anticiper. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Capus d'avoir répondu à mes questions. Et tout de suite, on va prendre la direction de l'hémicycle pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Suivant les indications qui nous ont été données, notamment par le médecin du Sénat et un épidémiologiste de la Pitié-Salpêtrière. Donc je vous demande à chacun d'être vraiment attentif. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je vous l'annonçais la semaine passée, c'est avec émotion que nous avons appris la disparition de Christian Bonnet le 7 avril dernier. Profondément ancré dans son département du Morbihan, Christian Bonnet a exercé avec longévité 43 années le mandat de conseiller général du canton de Belle-Île-en-Mer. 32 ans, maire de Carnac, tout un symbole de solidité bretonne. Élu à 8 reprises député du Morbihan, il a siégé 18 années sur les bancs de l'Assemblée nationale. Il participa au gouvernement pendant près d'une dizaine d'années, secrétaire d'État au logement, ministre de l'Agriculture, puis ministre de l'Intérieur. Il fit le choix de rejoindre le Sénat, c'était en 1983. Il le quitta au moment de sa décision de se retirer de la vie publique, c'était en 2001. Au cours de ses mandats sénatoriaux, il fut une véritable référence de notre commission des lois. Il y fut le rapporteur incontournable de tous les textes concernant les questions électorales, sujet qui demeure d'actualité, et la transparence financière de la vie politique. Il était un fervent défenseur du bicamérisme. Il laisse le souvenir d'un serviteur de l'État, chacun en a le souvenir, rigoureux, exigeant, et d'un grand parlementaire, j'en ai le souvenir moi-même personnellement ici. Voilà pourquoi j'ai souhaité exprimer au nom du Sénat notre sympathie à sa famille et à ses proches et lui rendre cet hommage au début de notre séance ici. Il siégeait dans le groupe des Indépendants ici, qui était aussi la marque de son tempérament et de son caractère. Je vous propose d'observer quelques instants de silence. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues,
L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement sous la forme adaptée, élargie depuis cette semaine. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Nous allons donner la parole d'abord à notre collègue Guillaume Gontard pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre du Travail, depuis le début de la crise sanitaire, les personnels de santé, les caissiers, les livreurs, les éboueurs, les agriculteurs, les postiers et tant d'autres exposent chaque jour leur santé pour assurer les fonctions vitales du pays. Alors que leur sécurité sanitaire est loin d'être toujours assurée, vous appelez à la reprise de l'activité non essentielle. Mais avec quelle garantie sanitaire? Les masques sont-ils arrivés en quantité suffisante? Les entreprises sont-elles prêtes à s'organiser face à un risque biologique invisible? Quel accompagnement prévoit l'État? Repenser l'organisation du travail, comme la justice l'a rappelé à Amazon, est une nécessité impérative. Dans ce contexte, l'inspection du travail est indispensable pour accompagner les entreprises et garantir la sécurité sanitaire des travailleurs. Pourtant, au lieu de donner aux inspecteurs les moyens d'exercer leur mission, vous entravez honteusement leur action. En effet, la Direction générale du travail exige désormais des inspecteurs de faire valider par leur hiérarchie toute visite en entreprise ou toute saisine du juge des référés. Une disposition contraire à la convention numéro 81 de l'OIT qui assure l'autonomie de leur action. Pire encore, le DRH de votre propre ministère a suspendu l'inspecteur Anthony Smith. Sa faute? Exiger d'une entreprise d'aide à domicile, après une alerte des représentants du personnel, qu'elle fournisse des masques pour protéger salariés comme usagers. Un comble. Des pressions inacceptables font l'objet d'une plainte légitime contre la France transmise par 4 syndicats au BIT. Alors, Madame la Ministre, nous vous demandons d'abroger les ordres illégaux de la DGT, d'abandonner les sanctions et menaces sur les inspecteurs du travail et de leur fournir les moyens juridiques et matériels de travailler en sécurité. Ce sont des prérequis impératifs à la reprise de l'activité et à défaut, vous faites prendre aux salariés de ces risques sanitaires et psychosociaux. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre du Travail. Madame Pénicaud, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Guillaume Gontard. D'abord, merci de mettre en lumière l'action de l'inspection du travail. Et je voudrais saluer à cette occasion le travail remarquable que fait mon administration au plan national et au plan des directs et des unions départementales, tant pour le financement du chômage partiel qui touche aujourd'hui et qui protège 10 millions de salariés dans notre pays, que pour l'inspection du travail, qui a un rôle majeur, vous l'avez rappelé, en matière de santé et de protection du travail. Alors le 17 mars, la Direction générale du travail, qui est l'autorité centrale de l'inspection du travail, conformément aux règles de l'OIT, a donné des instructions pour pouvoir permettre les contrôles en termes de sécurité et santé du travail, afin de protéger les travailleurs, tout en protégeant eux-mêmes les inspections du travail. C'est pour ça qu'il y a une information, une discussion préalable avec leur autorité pour vérifier ensemble que le contrôle peut se faire sur place sans danger ou s'il doit se faire sur pièce. Et évidemment, il y a beaucoup de mesures qui sont prises sur les gestes barrières, sur l'utilisation seule des véhicules et 60 000 masques qui ont été dégagés pour le ministère du Travail pour permettre notamment aux inspecteurs du travail de pouvoir faire leur contrôle en toute sécurité là où c'est nécessaire. Alors, jamais le ministère du Travail, non seulement n'entrave, mais n'interdit des interventions. Au contraire, c'est son rôle et l'Organisation internationale du travail est claire. L'inspection n'est pas une addition d'agents, mais un système global qui doit protéger les salariés de notre pays, qui doit aussi conseiller les entreprises et qui, dans ce cadre-là, fonctionne. Alors, vous m'interrogez aussi sur un cas particulier. La Direction générale du travail a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire un inspecteur du travail de la Marne qui avait enfreint à plusieurs reprises, de façon délibérée et grave, les instructions de l'autorité centrale. Il avait enjoint aux employeurs des conditions de maintien d'activité contraires aux prescriptions des autorités sanitaires, était intervenu hors de sa compétence et a développé des pratiques internes non déontologiques par rapport aux instructions. Il y a une procédure disciplinaire en cours. Il aura tout le moyen, tout en conservant son traitement, selon le droit, de défendre et d'apposer ses arguments. Je crois que le service public est attendu dans les entreprises, par les salariés, par les entreprises, et que plus que jamais, nous devons être irréprochables. Monsieur Gontard, pour quelques secondes.
Madame, je vous ai bien entendu, mais vous ne m'avez pas répondu. Allez-vous lever les sanctions sur Anthony Spiess? Allez-vous cesser la pression? Parce que c'est une pression sur les inspecteurs du travail. En fait, en un mot, laisser les inspecteurs du travail faire leur travail et travailler conformément au droit international et au code du travail. C'est tout ce qu'on vous demande et c'est pour le bien et la santé des travailleurs et des travailleuses. Merci. La parole est à notre collègue Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, le rideau est tombé sur tous les lieux et les manifestations culturelles. Et personne ne sait aujourd'hui quand il va se relever. La culture est en danger et beaucoup de ces artistes, intermittents, techniciens, auteurs et les structures qui les emploient sont déjà en mode survie. Et pourtant, elle ne s'est jamais révélée aussi essentielle que dans cette période de confinement, où à travers leur création numérique, ou grâce à la qualité de notre audiovisuel public, les créateurs nous enchantent quotidiennement et nous aident à résister. Mais l'été sera sûrement silencieux et l'automne s'annonce très périlleux, car incertain. Si le secteur culturel a pu bénéficier des dispositifs d'aide, et c'est important, même si parfois ceux-ci sont inadaptés et encore insuffisants, il a besoin de visibilité. De visibilité aujourd'hui pour construire les programmations de demain, de visibilité aujourd'hui pour limiter les pertes déjà énormes qu'il subit, de visibilité enfin pour anticiper et agir dans un cadre réglementaire et précis. Et ce n'est pas en annonçant que des petits festivals, et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un petit festival, pourraient avoir lieu le 11 mai, après le 11 mai, que vous rassurez les acteurs, les organisateurs, mais aussi les collectivités territoriales qui sont depuis le début en première ligne et qui ne demandent qu'à être associées. Parce que nous savons que ce secteur est fragile, qu'il est lié à un écosystème global, qu'il est essentiel à nos vies et que nous aurons toujours, et peut-être plus encore besoin des artistes, à quand un plan d'urgence concerté avec les collectivités territoriales et les acteurs culturels. Monsieur le ministre, demain ne peut attendre. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Culture, Franck Riester. Vous avez la parole, Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous avez raison, le secteur de la culture est particulièrement touché par cette crise. C'est évidemment dramatique tant d'un point de vue économique, social, sociétal, psychologique. Je pense à tous ces artistes, à toutes celles et ceux qui travaillent dans le secteur culturel et qui aujourd'hui ont évidemment des spectacles d'annulés, ne peuvent pas continuer ce qui était prévu dans cette période-là, avec des conséquences financières pour eux et des conséquences psychologiques, parce que c'est parfois le fruit d'un travail de longs mois, de longues années qui est remis complètement en question. Depuis le début de cette crise, le ministère de la Culture, en lien avec les autres ministères et sous l'autorité du Premier ministre, a fait en sorte que tous les dispositifs transversaux puissent accompagner aussi les secteurs de la culture. Nous avons veillé à ce que les intermittents, les auteurs, tous les acteurs de la culture puissent d'une manière ou d'une autre bénéficier des dispositifs transversaux qui ont été mis en place. Nous avons veillé aussi à ce que des dispositifs spécifiques d'urgence tout de suite mobilisables à travers nos opérateurs puissent être mis en œuvre et accessibles pour celles et ceux qui en avaient le plus besoin. Mais il reste du travail. Il reste du travail pour que personne ne reste à côté de ces aides d'urgence. Et il reste du travail pour accompagner non seulement le déconfinement, et c'est tout le travail de préparation du déconfinement qui ne se fera que de façon évidemment progressive, mais aussi d'accompagnement du rebond pour que demain, des spectacles, demain, des commerces culturels, demain, des salles de cinéma, demain, des tournages puissent recommencer. Et nous aurons besoin de continuer à travailler ensemble, gouvernement, collectivités territoriales, acteurs de la culture, parlementaires, pour faire en sorte que nous réussissions ensemble ce rebond du monde de la culture. J'étais en audition à la Commission des affaires culturelles du Sénat la semaine dernière par visioconférence. Comme vous le savez, je suis rentré en détail dans beaucoup de sujets et vous pouvez compter sur moi pour continuer d'être en plein dialogue avec le Sénat sur ce sujet. La culture, les Français en ont beaucoup besoin. Ils l'ont démontré pendant le confinement et ils le démontreront aussi après le déconfinement. Madame Robert. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Je vous l'ai déjà dit à l'audition, je crois que les acteurs culturels et les collectivités territoriales ont besoin d'anticiper. Ils ont besoin de se projeter. Et pour cela, il faut des règles précises. Certes, il va y avoir des modalités de sortie de confinement, mais d'ores et déjà, il faut des protocoles et des règles qui vont les aider à construire ce que va être forcément la culture demain. Et ce ne sera pas la même chose. Notre modèle culturel est peut-être menacé. Faisons attention, Monsieur le Ministre.
Merci. La parole est à notre collègue Jérôme Bignon pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur le ministre de la Santé, alors que le confinement semble produire ses premiers effets et autorise un optimisme prudent, les professionnels de santé s'alarment de la désertification de leur cabinet. Le directeur de la CNAM a observé un recul de 40 à 50% de la consommation des soins, aussi bien en médecine générale que dans différentes spécialités. Vous l'avez vous-même souligné récemment. La filière cancérologie est particulièrement touchée. Dans la Somme, aucun dépistage de cancer du sein n'a été effectué depuis le début du confinement. De nombreux patients renoncent à se rendre aux urgences par peur de la contagion. Le président des chirurgiens de la PHP a observé une chute de 74% des appendicectomies dans l'établissement parisien. Les victimes d'AVC, d'infarctus, les malades du diabète, mais également les personnes atteintes de troubles psychiatriques voient leur état s'aggraver. De nombreux praticiens appellent à une réévaluation de l'urgence des soins déprogrammés. La rupture dans la continuité des soins est particulièrement dommageable pour les personnes âgées et ou handicapées. Faute d'équipements de protection suffisants, les aides à domicile n'assurent plus les soins courants pour ces personnes. Dans les maternités, le dépistage néonatal, réalisé au 3e jour après la naissance, permettant une prise en charge précoce de 5 maladies graves, est désorganisé faute de portage postal efficace. Des retards de vaccination sont aussi observés chez les nourrissons et les jeunes enfants. Monsieur le ministre, une nouvelle vague de mortalité différente cette fois pourrait également se dessiner. Pourriez-vous dresser un bilan de l'impact sanitaire du renoncement aux soins, mais aussi nous dire ce que vous pensez de cet extraordinaire paradoxe? Nos compatriotes ne se soignent plus assez pour beaucoup de maux qui sont fondamentaux et se précipitent de façon déraisonnable, semble-t-il, sur la nicotine à la moindre rumeur, alors que diabétiques, hypertension, vaccins devraient se soigner, ils préfèrent discuter de la nicotine. Y a-t-il un bénéfice à choisir ce nouveau sujet de conversation? Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, pour répondre à la question. Monsieur le sénateur Bignon, merci pour votre question. C'est vrai, nous sommes inquiets par le constat qu'un certain nombre de Français semblent renoncer à des soins essentiels, utiles. Certains sont atteints de maladies chroniques, certains ne sont pas malades mais renoncent à du dépistage de cancer, cancer du sein, cancer colorectal. Certaines femmes enceintes n'ont pas forcément eu toutes les échographies obstétricales dont elles doivent pourtant bénéficier. Et la vaccination est en diminution inquiétante. C'est pourquoi nous multiplions depuis plusieurs semaines les messages à la population. La possibilité d'aller voir son médecin est une dérogation totale à l'obligation de rester chez soi. C'est-à-dire que pour aller voir son médecin, on peut se déplacer. Par ailleurs, la télémédecine a été mise en place très tôt, très vite. Nous avons dépassé la semaine dernière le seuil du 1 million de consultations réalisées en télémédecine. C'est aussi une solution qui peut être proposée par les médecins lorsqu'ils ne souhaitent pas nécessairement que leurs patients se déplacent. J'ai appelé les présidents de syndicats de médecins aussi, qui m'ont dit eux-mêmes avoir des démarches qui consistent à aller vers les patients, les contacter lorsqu'ils n'ont pas de nouvelles de ces patients depuis un certain temps. Donc merci pour votre salutaire rappel. Je voulais en profiter également pour vous répondre sur la question de la nicotine. Une équipe de chercheurs français a effectivement écrit un article scientifique intéressant, une étude observationnelle qui tente à montrer qu'il y a moins de malades dans la population consommatrice de nicotine, en l'occurrence de fumeurs, que dans le reste. Mais attention, et vous avez raison de le souligner, attention, ça ne veut pas dire que le tabac protège, le tabac il tue. Il y a plus de 70 000 morts par an, bien réelles, liées au tabac, la consommation de tabac dans notre pays. Par contre, ça veut dire qu'une piste intéressante, parmi d'autres pistes de recherche clinique, consisterait à essayer de comprendre par quel mécanisme biochimique la nicotine pourrait en elle-même être un marqueur de lutte contre ou de résistance face à cette maladie. J'attire vraiment l'attention de nos concitoyens, parce que vous avez raison de le rappeler, ils sont prompts à aller se précipiter parce qu'ils ont peur, ils sont inquiets, ils n'ont pas toutes les réponses. Des études cliniques sont désormais en cours de construction, vont être menées par des équipes universitaires de grand talent, de très grand talent, dans les hôpitaux français, permettant de comprendre, permettant de chercher, de décrypter et éventuellement d'identifier si nous pourrions, par le biais de la nicotine, avoir des effets positifs chez un certain nombre de malades et dans quelles conditions. Donc surtout, même quelqu'un qui se dirait je vais mettre un patch de nicotine, attention, quelqu'un qui n'est pas fumeur, qui met un patch de nicotine,
il va le sentir passer tout de suite. Hein. Les vomissements, les étourdissements, les malaises, certainement pas un traitement, certainement pas d'automédication, certainement pas une voie d'entrée dans la consommation de nicotine. Attention, c'est un produit addictif. Mais par contre, nous ne fermons jamais aucune porte et nous ne fermerons certainement pas celle-là, d'autant qu'elle est portée par des équipes de grands talents des hôpitaux français. Merci. La parole est à notre collègue Alain Joyandet pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question essentielle s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais auparavant, je voudrais aborder deux sujets pour attirer l'attention du gouvernement d'abord sur la situation des Outre-mer face au plan de sauvetage des entreprises. Notre collègue Michel Magras nous alerte sur le fait que ce plan devrait être sans doute adapté aux Outre-mer parce que selon lui et selon la délégation qu'il préside, ces dispositions ne correspondent pas tout à fait à la structure des entreprises là-bas. J'attire votre attention sur ce sujet. Autre sujet, celui des communes qui pour l'instant perdent comme les entreprises, communes en France, perdent comme les entreprises et en Outre-mer aussi sans doute, sur l'ensemble de notre territoire national et Outre-mer, les communes qui perdent des recettes en liaison avec leur perte d'activité, qui continuent à payer les salaires, comme les entreprises, notamment celles qui ont des activités un peu commerciales, comme la culture, les piscines, un certain nombre de sites sur lesquels il y a des recettes et pour lesquels il n'y a pas de compensation, mais un maintien des salaires. J'en viens maintenant à ma question essentielle qui concerne la question de la sécurité. Les banlieues flambent à nouveau, Monsieur le Ministre, dans de nombreux endroits, Évreux, Bordeaux, Villeneuve, La Garenne, Chanteloup-les-Vignes. Nos forces de l'ordre sont mises en cause, sont attaquées quasiment, hein, et donc nous sommes... pour ne pas faire de stigmatisation, un peu discret. Un exemple concret, un homme de 30 ans condamné 14 fois, qui a attaqué les forces de l'ordre immédiatement mise en cause. On a envie de dire ça suffit. Et puis à cette occasion que l'ensemble de la représentation nationale réaffirme une fois de plus notre soutien à nos forces de sécurité. Vous savez, dans cette crise sanitaire, nous apportons notre soutien, nous faisons bloc. Il ne faut pas, en plus, laisser se développer une crise dans nos banlieues, comme ça a été le cas en 2005. Je crois que ça ne serait pas supportable. Nous ne pouvons pas vraiment ajouter une crise sécuritaire à une crise sanitaire. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire ? La parole pour vous répondre est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Joyandet. Vous avez raison sur un principe qui doit tous nous rassembler. Les règles de respect du confinement doivent s'appliquer et être contrôlées partout, de la même façon sur notre territoire. Et il n'y a pas de quartier dans lequel nos forces de sécurité intérieure n'interviendraient pas. Et je voudrais profiter de votre question pour mettre un terme à ce que j'ai pu lire ou entendre, et ça n'était pas le sens de votre question, selon lequel les forces de sécurité intérieure, nos policiers, nos gendarmes, selon les territoires, n'interviendraient pas dans les quartiers. Je ne tiens pas de statistiques quartier par quartier, mais je voudrais prendre quelques exemples. Marseille où chaque soir, nos services dressent 300 procès-verbaux pour infraction aux règles du confinement, dont les 2/3 sont dans les cités de Marseille. En Seine-Saint-Denis, au cours de ces dernières semaines, chaque soir, 3 opérations sont coordonnées dans les cités sensibles avec l'appui de moyens aériens pour contrôler ce qu'il s'y passe. Et globalement, ce sont 220 000 contrôles qui ont eu lieu et 38 000 verbalisations. C'est à peu près en termes de contrôle le double de la moyenne nationale. Et donc je voudrais réaffirmer qu'effectivement nous sommes présents dans les quartiers pour agir et pour contrôler et pour protéger celles et ceux qui, au fond, en ne respectant pas le confinement, se mettent en risque. Mais il est vrai que dans ces quartiers, au moment où nous intervenons, il peut arriver qu'il y ait des provocations, qu'il y ait des atteintes à nos forces de sécurité, des mises en cause, de l'utilisation de différents projectiles contre nos forces de sécurité. Ces dernières nuits, vous l'avez rappelé, en particulier depuis samedi soir, des guet-apens ont été organisés. Et là encore, je veux vous dire que
D'abord, nous les condamnons de la façon la plus ferme et nous réagissons immédiatement. La nuit dernière, une quinzaine de faits se sont déroulés sur le territoire national. 12 personnes ont été interpellées. Depuis le week-end dernier, ce sont 28 qui ont été interpellés. Monsieur le sénateur, mesdames les sénateurs, n'ayez aucun doute. Nous veillons à faire en sorte que le confinement soit respecté partout en France et partout où nos forces de sécurité intérieure sont mises en cause, sont provoquées. Nous leur devons protection, nous le faisons et nous devons sanctionner cela de la façon la plus ferme possible. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Pierre Louault pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Olivier Véran, ministre de la Santé. Et je voudrais saluer, Monsieur le Ministre, à cette occasion, tout votre travail, le travail du gouvernement, le travail du Premier ministre, mais aussi des directeurs et personnels de l'ARS et bien sûr de tous les soignants. Ce ne sont pas eux qui sont en cause à travers ma question, mais bien le système. Comment expliquer que 2 mois après les expérimentations du professeur Raoult sur la chloroquine, on ne sache toujours rien sur l'efficacité de ce traitement, alors qu'une expérimentation massive aurait sans doute apporté des réponses depuis 1 mois? Comment expliquer qu'il ait fallu attendre 1 mois avant de répondre aux propositions des laboratoires vétérinaires pour tester plus largement les porteurs du Covid-19 ? 15 jours après les barrières administratives, leurs capacités de test ne sont toujours pas utilisées. Comment expliquer, dans d'autres circonstances, on casse l'initiative locale, on fait faire demi-tour à un convoi sanitaire au péril des malades parce que la décision n'a pas été prise au bon endroit? Comment expliquer aux dentistes parfaitement organisés avec le CHR réclament toujours leurs protections qui leur sont nécessaires? Comment faire confiance à un système qui, demain, devra répartir les masques à tous les Français? Qui va coordonner tout cela? Tous ces dysfonctionnements sont liés à la gestion bureaucratique d'une administration qui coule sous les lois, règlements, protocoles, complètement inadaptés à une gestion de crise. Monsieur le ministre, gérer une crise, c'est oublier les contraintes administratives. Que comptez-vous faire pour accélérer le fonctionnement de notre système administratif médical qui est aujourd'hui dépassé? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le sénateur Louault, vous avez posé beaucoup de questions. Je vais essayer d'en répondre du coup de manière rapide, un maximum d'entre elles. Sachez d'abord que la France est le pays des études cliniques. J'en ai cité une tout à l'heure sur la nicotine. Il y en a beaucoup qui sont en cours sur l'hydroxychloroquine, mais la France n'est pas le seul pays à expérimenter l'hydroxychloroquine. Les États-Unis, d'autres pays européens, et les dernières publications, monsieur le sénateur, que je vous invite à lire, qui ont été publiées et validées, ne sont pas en faveur, hélas, mais clairement pas en faveur de l'utilisation en pratique courante de ce traitement en mono ou en bithérapie associée à l'azithromycine. Néanmoins, des études continuent sur l'ensemble du territoire national, dans les hôpitaux, et donc nous aurons des réponses également issues d'études françaises. Mais lisez la publication américaine d'hier, je vous invite à beaucoup de prudence, encore plus qu'avant. Encore beaucoup, mais s'il n'y a pas le protocole Dr Raoult, il y a un médicament qu'on prend quand on est malade et qui est efficace ou qui ne l'est pas. Après, on peut dessiner ce que c'est qu'un protocole clinique, mais je vous assure qu'un protocole clinique, il répond à des règles universelles de publication scientifique internationale et qu'en l'occurrence, les publications qui sortent, si vous en trouvez une qui est validée, qui permet d'étendre la prescription, je serai encore une fois le plus ravi des ministres de la Santé parce qu'on aurait un traitement efficace. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est mon rôle de le dire. Sur les laboratoires vétérinaires, monsieur le sénateur, ils ont été mobilisés, ils ont proposé à être mobilisés. Passer de la médecine vétérinaire à la médecine humaine, c'est une première dans notre pays. Et elle a été faite notamment grâce à la mobilisation des ARS et notamment des préfets. Sur les évacuations sanitaires, je ne voudrais pas qu'on retienne des évacuations sanitaires, un bus qui a été emporté d'un hôpital à un autre sans prévenir les autorités de santé. Je voudrais qu'on retienne que notre pays a réalisé 644 évacuations sanitaires par train, par avion, par hélicoptère. Nous sommes le seul pays au monde à l'avoir fait. C'est une fierté française. J'étais en lien hier avec des réanimateurs de l'hôpital de Strasbourg qui me racontaient ce que ça avait représenté comme chantier monumental pour permettre de sauver des vies. C'est un motif de fierté et nous n'aurions pas pu le faire sans l'intervention permanente des agences régionales de santé et de ces agents. J'ajoute qu'un certain nombre d'entre eux ont payé un lourd tribut. Il y a eu des morts dans les ARS, monsieur le sénateur, et des gens qui ont continué de travailler alors qu'ils étaient malades, parce que sans les agences régionales de santé, sans leurs agents dans les territoires, tout est perfectible. Tout système, surtout administratif, est perfectible. Et je pourrais écrire un roman sur les difficultés, les longueurs, les problèmes logistiques, administratifs que connaît notre pays, comme d'autres. Mais
Encore une fois, permettez-moi de rendre hommage au grand talent des agents des ARS. Et enfin, sur les dentistes, je leur ai écrit hier, ils auront 150 000 masques FFP2 supplémentaires. Et je profite de votre question pour les remercier pour s'être organisés pour assurer les urgences sur tout le territoire depuis plusieurs semaines et pour les semaines à venir. Il faut conclure. Et après, je vous parlerai du charbon bactéridien. C'est un vétérinaire qui l'a mis au point au 19e siècle. Mais Monsieur Louot. Oui, Monsieur le Ministre, le 11 mai, on va passer d'une guerre de tranchées à une guerre d'action. Il va falloir être prêt et je ne suis pas sûr qu'on soit prêt le 11 mai. La parole est à notre collègue Xavier Iacovelli pour le groupe de la République En Marche. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance. Au moment où une crise sanitaire inédite frappe notre pays, entraînant ainsi le confinement de la population, nos pensées vont tout particulièrement aux plus vulnérables d'entre eux, c'est-à-dire nos enfants. Les chiffres, nous le connaissons, 130 000 filles et 35 000 garçons subissent des viols ou tentatives de viol chaque année, en majorité incestueux. 140 000 enfants sont exposés à des violences conjugales. Ces violences, elles ne s'arrêtent pas subitement durant le confinement. Au contraire, les risques sont décuplés par l'impossibilité pour l'enfant de trouver refuge dans la journée, notamment à l'école, au sport ou chez des camarades de classe. Ces rares moments de répit où l'enfant pouvait parler et s'échapper, ne serait-ce qu'un instant, aux violences qu'il subit, s'effacent. S'effacent, laissant place à une solitude la plus totale. Je pense également à ces milliers d'enfants suivis dans le cadre d'une action éducative en milieu ouvert et qui se retrouvent aujourd'hui 24 heures sur 24 avec leurs parents, malgré les tensions qui peuvent exister au sein des familles. Je pense aux travailleurs sociaux qui, malgré leur dévouement le plus total, peinent à assurer leur mission dans le contexte de crise sanitaire qui bouleverse nos modes de déplacement et qui subissent depuis trop longtemps, des coupes budgétaires dans un grand nombre de départements. Ces quelques départements qui, de manière unilatérale et contre l'avis du juge, n'assurent plus les visites médiatisées, qui rompent totalement les liens entre les parents et les enfants depuis près d'1 mois et demi. Ces mêmes départements qui, au début du confinement, ont renvoyé certains enfants dans leur famille malgré les risques encourus. Je vous le dis, car cette situation dramatique, elle s'observe chez moi, dans les Hauts-de-Seine. Je pense enfin à ces milliers de jeunes isolés, hébergés dans des hôtels sociaux et dont les moyens matériels insuffisants ne permettent pas de suivre leurs enseignements au même titre que les autres jeunes. Face à cette situation, le gouvernement, les associations et la société dans son ensemble se mobilisent. Vous avez multiplié, Monsieur le Ministre, les canaux permettant une meilleure détection des violences. Je pense à l'adaptation du 119, permettant ainsi les signalements en ligne, à l'augmentation du nombre d'écoutants grâce notamment au soutien des associations et à l'élargissement du 114 pour les violences intrafamiliales. À cela vient s'ajouter bien sûr la mobilisation des associations, des ONG et des collectifs d'anciens enfants placés qui luttent contre les violences et soutiennent les enfants en danger. Malgré tout, Monsieur le Ministre, le confinement aura une fois de plus démontré le dysfonctionnement dramatique qui existe au sein de l'ASE dans nos territoires et la disparité d'un département à l'autre. Alors ma question est simple, Monsieur le Ministre, quelles mesures sont et seront prises pour davantage protéger les enfants des maltraitances et soutenir les parents qui souvent, pour des raisons sociales et économiques, peinent à soutenir pleinement leur rôle? Monsieur le Ministre, en 2 minutes, vous. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Plus 89%, Monsieur le Sénateur, plus 89%, c'est l'augmentation du nombre d'appels au 119 la semaine dernière, plus 89%. Parce que la famille, qui est ce lieu de protection, d'amour, d'épanouissement pour l'enfant, est aussi le lieu de maltraitance, de violence. 89% d'augmentation, ça ne nous surprend pas. C'est le signe de l'augmentation des violences pendant cette période de confinement, mais je veux y voir aussi le signe, le baromètre de notre vigilance accrue à chacun d'entre nous. Et 2 autres chiffres vont dans ce sens. La semaine dernière, l'augmentation, le nombre d'appels passés par les voisins ont augmenté de 84%. Le nombre d'appels passés par les camarades, pour leurs camarades, a doublé, plus 100%. Le formulaire en ligne que nous avons mis en place sur allo119.gouv.fr recueille chaque semaine plus de 200 saisines. Donc tout cela fonctionne. Les campagnes de communication que nous avons lancées auprès des Français fonctionnent. Mais encore faut-il que ces appels ne restent pas sans réponse. Nous avons, vous l'avez évoqué, augmenté de 25% le temps d'écoute
au sein du 119, et je veux à cette occasion remercier ces héros du quotidien que sont les écoutants du 119 à côté des travailleurs sociaux que vous mentionnez. J'ai dès le 21 mars dernier, encore la semaine dernière, au téléphone auprès de Dominique Bussereau, et ce jour même, à l'occasion d'un courrier que je lui fais parvenir, saisi l'ensemble des départements afin qu'ils assurent la continuité et que les effectifs soient renforcés dans les cellules de recueil d'informations préoccupantes, afin de recueillir les informations préoccupantes et que des travailleurs sociaux puissent aller mener des enquêtes dans les familles où les enfants sont en danger. Et puis, pour conclure, Monsieur le Président, il faut commencer à penser à l'après-confinement. Quels sont les effets psychologiques, les effets sur la santé mentale que ce confinement aura eu sur nos enfants? Comment allons-nous détecter les violences qui auront eu cours pendant cette période de confinement? C'est un des gros enjeux sur lesquels nous commençons à travailler avec le ministre des Solidarités et de la Santé et où l'éducation nationale, notamment, aura un grand rôle à jouer. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant au président Gabouty pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Collectivités locales, et j'y associe mon collègue Raymond Vall et l'ensemble des membres du groupe RDSE. Comme l'a très justement rappelé le Président de la République et vous-même, Monsieur le Premier ministre, les collectivités locales représentent un maillon essentiel dans le dispositif de mise en œuvre des mesures nationales et d'accompagnement des populations face à la crise du coronavirus. Les départements, les EPCI et les communes, avec leurs services sociaux ou les CCAS, ont fait preuve d'une très grande réactivité dans des domaines comme le soutien aux familles en difficulté, le lien avec les populations fragiles, la livraison de repas à domicile ou de courses de première nécessité, le contact régulier avec les personnes âgées ou isolées, ou encore l'acquisition et la distribution de masques. Les régions, en plus de leur participation au Fonds de solidarité, ont pour la plupart mis en place des dispositifs complémentaires d'aide aux entreprises, avec parfois des possibilités de délégation par convention aux départements, EPCI et communes, comme par exemple dans la région Hauts-de-France. Cependant, beaucoup de petites structures, malgré leur éligibilité au Fonds de solidarité, qui est indispensable mais peut-être pas suffisant, seront confrontées pendant plusieurs mois à des difficultés récurrentes mettant en cause leur pérennité. Les interlocuteurs les mieux placés pour accompagner sur le plan économique ces micro-entreprises, auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants, artisans, commerçants, seuls ou avec un ou deux salariés, semblent être les collectivités de proximité, c'est-à-dire les départements, les EPCI et les communes, qui peuvent le mieux appréhender leurs besoins. Aujourd'hui, la législation ne leur permet pas d'intervenir seuls directement en soutien financier à ces petites entreprises, sous forme par exemple d'avances remboursables ou de prise en charge de loyers. Peut-on envisager, avec bien sûr un encadrement législatif et réglementaire strict, d'assouplir à titre exceptionnel et pour une durée limitée les textes qui régissent l'exercice de cette compétence économique d'aide directe aux TPE, quel que soit leur statut? Je suis persuadé de la réactivité des collectivités locales dans ce domaine aussi, et qu'elle peut utilement venir compléter et amplifier les dispositifs que nous mettons en place au niveau national. Pour vous répondre, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Jean-Marc Gabouty, je vous remercie d'abord d'avoir rappelé le rôle important des collectivités territoriales et vous m'interrogez plus précisément sur la participation financière aux entreprises des territoires. Comme vous le savez, c'est la région qui est compétente pour définir les aides, les régimes d'aide et pour attribuer les aides directes aux entreprises. Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent adopter des aides immobilières aux entreprises, il faut aussi le rappeler. Par ailleurs, les EPCI peuvent participer aux fonds mis en œuvre par les régions. Ils le font aujourd'hui dans différents mécanismes, par exemple des fonds qui s'appellent fonds de résilience, qui ont été mis en œuvre par de nombreuses régions. Les départements, en revanche, ne peuvent pas financer des aides aux entreprises, ni en mettant en place un fonds personnel, ni en participant aux fonds régionaux, sauf si ce fonds vise à financer les secteurs qui relèvent de la compétence du département. Je pense par exemple à l'économie sociale et solidaire. Cette règle, je pense qu'il faut s'y tenir. En effet, dans cette période compliquée, nous ne devons pas disperser nos forces. Et vous avez rappelé vous-même le rôle très important des départements dans l'exercice des compétences sociales.
Et nous pensons tous, n'est-ce pas, que ces dépenses sociales vont évidemment augmenter dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Je pense à toutes les aides que vous avez citées, la politique de l'enfance, le financement des allocations de solidarité, le soutien aux personnes âgées, enfin toutes les politiques sociales du département. Par ailleurs, et je voulais le rappeler, nous avons déjà ouvert des souplesses en permettant aux départements et aux autres collectivités de participer au fonds national qui, je le rappelle, s'élève à 7 milliards avec plus de 6 milliards de participation de l'État et 500 millions des régions. Le gouvernement encourage les communes, les EPCI et même les départements à participer à ce fonds national. Et cette participation est très intéressante, bien évidemment, parce qu'elle permet de coordonner nos forces. Et je rappelle par ailleurs qu'à titre dérogatoire, les collectivités qui participent à ce fonds national voient leurs dépenses de concours inscrites en dépenses d'investissement. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant notre collègue Catherine Procaccia pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, alors que l'allègement du confinement est pour dans 19 jours, la dernière conférence de presse de Monsieur le Premier ministre a apporté aux Français plus de questionnements que de réponses. Même si nous avons compris que le plan du gouvernement était toujours en construction, la gravité de la situation et des enjeux impose de répondre rapidement à certaines questions clés. Celle des masques est essentielle. D'abord, parce que la plupart des Français veulent en porter pour protéger les autres. Et pour l'impact psychologique de son port, comme le dit notre collègue Jean-François Rapin, qui rappelle que l'on vit une épidémie et que le masque conforte les gestes barrières. Un géant français de la vente en ligne met en vente, avec votre accord, 60 millions de masques chirurgicaux pour les entreprises, alors que vous n'avez toujours pas répondu clairement aux pharmaciens, dont c'est pourtant le métier, qui vous interpellent pour savoir s'ils peuvent ou non vendre à prix coûtant des masques tissus ou chirurgicaux, comme ceux-là. Sur des masques grand public promis par le président, comment va s'effectuer la distribution ? Si ce sont les collectivités qui en sont chargées, il faut leur dire comment se signaler, quand, auprès de qui peuvent-elles passer commande, la date de la livraison effective, et si c'est à elles de les payer, devront-elles prioriser certaines populations? Bref, quand auront-elles rapidement des consignes claires? À 3 semaines du déconfinement progressif, je relais des questions simples de mes collègues. Qui, quand, combien, comment? Si pour vous répondre, la parole est... Pas fini, pardon, excusez-moi. Si... Ah oui. Là, et là, ça m'a pris des... Je vous fais un décompte, allez. Je suis dans une journée de bonté. Les collectivités s'en sont mieux sorties que l'État jusqu'à maintenant, notamment dans la stratégie d'approvisionnement en masques chirurgicaux ou alternatifs. Elles ont besoin dès aujourd'hui d'informations claires pour préparer cette phase. Tout comme il faut leur répondre maintenant et non le 11 mai sur les transports scolaires, la restauration du midi, la désinfection des équipements ou la réouverture des lieux publics. Pardon, ma chère collègue, la parole est au ministre de la Santé et de la Solidarité, Monsieur Véran, pour répondre à vos questions multiples. Merci Madame la sénatrice Procaccia pour votre question. Le Premier ministre, j'étais présent à ses côtés, a tenu dimanche une conférence de presse qui est rentrée dans les détails et qui a apporté un certain nombre d'informations. Il a notamment été question, je crois en transparence, de la question des masques. Je dis des masques, puisque vous l'avez souligné vous-même, mais je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Je vais peut-être, et puis essayer de répondre du mieux possible à vos questions. D'abord, il y a des masques soignants. Ces masques, ils sont dédiés aux soignants. Ce sont les masques FFP2 et les masques chirurgicaux. Ce sont des masques destinés aux soignants, pour lesquels nous avons passé des commandes massives en Chine, que nous produisons également en France, et qui sont distribués gratuitement par les pharmacies, puisque l'État leur livre gratuitement ces masques. Cette distribution de masques, nous allons l'étendre progressivement aux personnes malades, aux personnes contacts, mais également à des personnes avec un état de santé particulièrement vulnérable sur prescription médicale. Ils continueront, ces masques, d'être donnés aux patients à partir des stocks d'État. Ça, les choses sont très claires. Et ensuite, il y a les masques grand public, qui ne sont pas des masques en tissu lambda, Madame la sénatrice. Et je ne voudrais surtout pas, et c'est là tout l'enjeu de la discussion que nous avons,
Les masques grand public ne sont pas des masques qu'on peut fabriquer à la maison à partir d'un morceau de tissu, d'une écharpe ou d'un drap. Les masques grand public, attention à leur appellation, peut-être trompeuse, puisque vous me montrez un masque qui n'en est pas un. Les masques grand public sont des masques filtrants, extrêmement filtrants. Certains filtrent à 70%. La plupart filtrent au-delà de 90% des particules qui font de 1 à 3 microns, donc les particules qui transportent le virus. Ce sont des masques protecteurs pour lesquels nous avons lancé toutes les entreprises textiles partantes avec nous dans cette aventure à l'échelle du pays, plus de 100 entreprises, et nous produisons des dizaines de millions de ces masques pour pouvoir les rendre disponibles progressivement pour les Français qui en relèvent et à terme peut-être pour l'ensemble. Donc attention, il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre les deux. Les pharmaciens, j'ai répondu hier, mais je vous réponds à nouveau volontiers, les pharmaciens sont évidemment fondés à participer à cette distribution des masques. Je l'ai dit, pour les masques soignants, ils en ont le monopole, mais pour les masques grand public également, de même, pourquoi pas, que les grandes surfaces, de même que les entreprises, de même que les mairies. Vous avez raison de souligner que les maires sont un maillon essentiel dans les territoires. Ils ont vocation à participer à cet effort collectif de protection de la population. Il faut conclure. Merci. Oui, oui, vous aviez les arrêts de jeu. Allez-y. Merci. Monsieur le ministre, merci. Mais vous ne m'avez pas répondu à la question. Les collectivités doivent-elles passer commande? Comment vont-elles avoir des masques? Les pharmaciens, pour l'instant, réglementairement, ils n'ont pas le droit de pouvoir même les vendre à prix coûtant, que ce soit les masques chirurgicaux, certains peuvent s'en procurer, puisque ces discours, pour ne pas le nommer, s'en procurent, eux aussi sont capables de le faire. Vous n'avez pas apporté ces réponses. Et on est à 3 semaines du début du déconfinement, et tous ceux qui veulent participer à l'effort ne savent pas comment participer à l'effort. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Patrice Joly pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances rectificative qui est soumis à nos débats en ce moment est un projet en trompe-l'œil. Les montants annoncés sont gonflés par rapport à la réalité des crédits nouvellement mobilisés, pas 110 milliards comme le dit le gouvernement, mais seulement 42. Si l'on entre dans le détail des dépenses, même si elles répondent en partie aux besoins des entreprises, le compte n'y est pas pour les plus modestes. Ayant en tête, Monsieur le Ministre, la crise des Gilets jaunes qui a témoigné de la fracture sociale de notre pays. Ayant en tête, Monsieur le Ministre, l'augmentation de la pauvreté identifiée par l'INSEE en ce début d'année et qui va s'aggraver brutalement avec les pertes d'emploi, le chômage partiel et la disparition d'entreprises. Beaucoup trop de nos concitoyens sont laissés sur le bas-côté. Nos étudiants, nos intérimaires, nos retraités, mais aussi les acteurs culturels, les organismes de solidarité, la liste est longue. Le financement, essentiellement par le déficit et la dette, ne fait que renvoyer la charge à demain en la lissant. Il est urgent que les plus aisés, fortement avantagés depuis le début de ce quinquennat, prennent leur part à l'effort national. Alors même que la crise oblige à re-questionner les paradigmes libéraux, le dogmatisme conduit le gouvernement à préférer l'appel aux dons à la justice fiscale, le marché à la planification, l'incitation à la régulation. Ce PLFR ne permet pas aujourd'hui de définir de grandes orientations par rapport à l'après, notamment sur les politiques écologiques et environnementales qui doivent pourtant constituer une réponse aux causes de cette épidémie. Il nous faut renforcer nos services publics, sanitaire, mais pas seulement, notre souveraineté sanitaire et alimentaire, mais pas seulement. Il nous faut inventer un nouveau modèle de mondialisation. Notre pays a besoin d'un nouveau modèle économique, social, écologique. Cela se prépare dès maintenant, avec le Parlement bien sûr, et en particulier avec cette Assemblée. N'ayez pas peur du débat démocratique. Il est seul à permettre de trouver les réponses innovantes et partagées à une situation jusque-là inconnue. N'ayez pas peur du débat sur la sécurité sociale qui doit plus que jamais être préservée. Mettez en discussion un projet de loi rectificative de financement de la sécurité sociale, même si rien ne vous y oblige. Ma question au gouvernement est simple. Quand vous engagerez-vous dans ces débats? Quant à lui, le groupe socialiste et républicain y est prêt. Je vous remercie. Pour vous répondre, il va prendre le micro et chacun sera attentif à respecter les distances, y compris sur les bancs du premier rang. Vous prenez le micro à votre tribord, là-bas qui est libre. Non? Voilà. La parole est au secrétaire d'État, Monsieur Cédric O. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Joly. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de débats, Monsieur le sénateur, sur à quoi devra ressembler l'après, éventuellement à ce à quoi ressemblait l'avant. Je pense que
faire le procès du gouvernement sur une insuffisance d'implication, à la fois à destination du tissu industriel français et à la fois à destination des plus fragiles dans la situation que nous connaissons, en regardant ce qui se fait autour de nous et en regardant le montant et le caractère extrêmement massif de ce qui a été déployé, je pense que c'est un mauvais procès, monsieur le sénateur, pardon. Et je pense que si vous parlez à l'ensemble des bénéficiaires, notamment les plus petites entreprises, les TPE, les PME, le tissu industriel, les bénéficiaires de l'ASS, des APL, du RSA, tout cela vous diront que la réalité de l'aide qui a été apportée est massive. Quelques éléments relatifs au PLFR que vous évoquez, pour ne pas rappeler que, s'agissant des plus fragiles, notamment des bénéficiaires du RSA et de l'ASS, c'est 150 € par enfant et 400 € socle. Pour les bénéficiaires des APL, c'est 100 € par enfant. C'est 4 millions de ménages, monsieur le sénateur, qui seront concernés par ces aides. Pour le PLFR, il vise aussi à soutenir nos PME, nos TPE et nos entreprises en grande difficulté, notamment avec le Fonds de solidarité qui passe de 1 milliard à 6 milliards d'euros, notamment avec le Fonds de développement économique et social qui passe à 1 milliard d'euros pour aider les PME et les TPE françaises, et enfin un ensemble de dispositions qui permettront à toutes nos entreprises en difficulté, à toutes nos entreprises qui connaissent des difficultés, qui connaissent une baisse de chiffre d'affaires, pour ne pas détruire notre tissu industriel et pour ne pas sombrer dans le chômage. Je rappelle aussi les chiffres du chômage partiel déployés par Muriel Pénicaud. Ce sont 9,6 millions de salariés et 785 000 entreprises qui en bénéficient. Le temps du débat sur l'après, le temps du débat sur ce à quoi devra ressembler l'après viendra, mais je pense que dans la situation, le gouvernement est à la hauteur de ce à quoi attendent les Français. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Nadia Sollogoub pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous vivons depuis quelques semaines avec une unique consigne, restez chez vous. Or arrive le moment où il va falloir redémarrer une vie sociale et professionnelle, au sens propre du terme, nous mettre en route, reprendre une mobilité. La question de la mobilité a été au cœur de nos récents débats, ceux d'avant. Pour des raisons environnementales impérieuses, nous avions tous pris la mesure de l'enjeu des mobilités collectives. L'image des transports publics venait d'être mise à mal par les mouvements sociaux et l'impression d'une perte de qualité du service. Il fallait alors déjà regagner le cœur des usagers. À cela va désormais s'ajouter la peur pour sa santé, car la crise que nous traversons va poser d'énormes problèmes sanitaires dans les transports publics. Difficile d'y respecter la règle de distanciation sociale, difficile d'éviter tout contact. Il faut pourtant restaurer la confiance et éviter à tout prix le retour en force du tout-voiture individuel. Alors, comment va s'organiser la gouvernance sanitaire des transports publics ? Qui va prendre les décisions ? Y aura-t-il une doctrine nationale ou cela relèvera-t-il de chaque autorité organisatrice de transport ? Quelles mesures sanitaires ? Allez-vous rendre obligatoire le port des masques ? Ou lesquels ? Si oui, qui les fournira ? Pourquoi pas également le port des gants ? Et sinon, quelle mise à disposition de gel ? Quelles modifications sur les procédures de nettoyage et quelles garanties pour l'usager ? En audition, M. Farandou nous expliquait qu'en respectant la règle d'1 mètre entre 2 passagers, certains trains perdront jusqu'à 80% de leur taux de remplissage. Comment éviter l'asphyxie dans les transports urbains ? On parle de limiter l'affluence. Poursuivre le télétravail, encourager à décaler les horaires d'entrée et de sortie des entreprises, des collèges et des lycées sont évoqués pour lisser les pointes et améliorer la fluidité. Ce sont des pistes, mais se pose également la question de l'équilibre économique. Car comment redonner une attractivité et surtout, comment conserver une compétitivité au transport public avec tous ces surcoûts ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé des Transports, M. Djebbari. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Merci pour votre question qui porte évidemment sur un sujet important à l'aune du déconfinement progressif, un sujet sur lequel nous travaillons évidemment de façon intense sous l'égide du Premier ministre. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler les mesures qui sont d'ores et déjà en œuvre dans les transports publics, puisque nous avons édicté un décret il y a maintenant plus d'1 mois qui porte obligation aux opérateurs de désinfecter tous les véhicules de transport au moins 1 fois par jour, qui interdit la vente des billets à bord par exemple, ou encore qui équipe en masque certains opérateurs de transport particulièrement exposés. Ces mesures ont été adaptées en lien avec les opérateurs, les autorités organisatrices et évidemment les organisations syndicales du secteur des transports. Dans le
contexte du déconfinement progressif, vous l'avez dit, le maître mot sera de restaurer la confiance pour continuer à avoir une offre de transport adaptée et que les gens qui se transportent, qui en ont ce besoin, le fassent dans de bonnes conditions. Confiance évidemment des usagers, des clients des différents systèmes de transport, confiance des opérateurs et évidemment confiance et coordination avec les élus. Et sur ce dernier point, nous sommes en contact précis, constant avec eux pour construire cette doctrine sanitaire qui sera édictée et qui tiendra compte de l'hétérogénéité des situations territoriales, qui fait actuellement l'objet de discussions notamment avec les régions et avec les départements, s'agissant du transport scolaire par exemple. S'agissant des outils de protection sanitaire, vous avez cité le masque et la distanciation sociale. Ces mesures seront évidemment clarifiées et feront partie intégrale du plan, mais nous travaillons aussi à l'amélioration drastique des procédures de nettoyage et de désinfection, à la régulation de l'emport maximal de personnel et de passagers dans les trains, vous l'avez cité, ou encore au lissage des heures de pointe, et cela sera particulièrement précieux dans les métropoles à très forte densité de trafic. Toutes ces mesures seront connues et annoncées par le Premier ministre, et soyez assurée, Madame la Sénatrice, que nous mettons tout en œuvre de manière à ce que les passagers qui ont besoin de se transporter les fassent dans de bonnes conditions, notamment de bonnes conditions sanitaires. Merci, mes chers collègues. Nous avons terminé avec les questions d'actualité au gouvernement. Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, merci. Les prochaines questions auront lieu le mercredi 29 avril à 15 h. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour la suite de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2020. Notre séance est donc suspendue. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct et dans son intégralité sur Public Sénat, qui a porté bien sûr sur le coronavirus, sur des sujets variés, vous l'avez entendu, de la situation des banlieues à l'aide sociale à l'enfance, en passant par le monde de la culture, avec des questions notamment aussi sur, je le disais, les banlieues, sur aussi le budget rectificatif. Je suis avec Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, président du groupe LR ici au Sénat. Justement, on va parler ensemble bien sûr de la situation actuelle, du coronavirus. Il y a une baisse, mais une baisse pas très franche du nombre de cas, malgré le confinement qui reste strict. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que cela vous inquiète pour le 11 mai, moment où devrait commencer le déconfinement? Bien sûr que ça m'inquiète, puisque le confinement est parvenu à son objectif, c'est-à-dire faire en sorte qu'on désengorge nos hôpitaux et notamment dans nos hôpitaux les services de réanimation. Mais c'est tout. Le confinement, si vous voulez, c'est mettre une cloche sur la société, mais ça ne règle rien au fond. Et je dis depuis le départ que si on veut se déconfiner progressivement le 11 mai, il faut avoir une stratégie beaucoup plus offensive. Il faut suivre ce qui marche dans le monde, dans les pays en Asie, dans les pays en Europe, c'est-à-dire le dépistage massif et c'est-à-dire une protection généralisée avec le masque. Justement, Sibeth Ndiaye, ce midi, parlait tout à l'heure du fait que la France voulait porter sa stratégie à 500 000 tests par semaine pour les personnes avec symptômes. Est-ce que c'est pour vous une bonne stratégie? Pour l'instant, le gouvernement, pour les masques, pour les tests, nous a annoncé les chiffres et les chiffres n'étaient pas ceux qui ont été réalisés dans la réalité. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans le monde, la France est au 4e rang pour la mortalité. 4e rang. Voilà. Et malheureusement, ce que je constate aussi, c'est que dans un palmarès international, pour le nombre de tests par million d'habitants, nous sommes, vous vous tenez bien, au 63e rang. 63e rang. Donc on a un vrai problème. Et je pense qu'il faut, encore une fois, entrer dans une stratégie offensive, c'est-à-dire tester massivement. Ensuite, tracer, lorsque vous avez vu des contacts que vous pouvez éventuellement avoir contaminé et isoler tous ceux qui sont contaminés. On a renvoyé chez eux, par exemple, de l'hôpital, des malades qui ont contaminé leur famille. Il faut casser cette chaîne de la contamination, qui est une chaîne aujourd'hui intrafamiliale. Sinon, on freine l'épidémie, mais on ne l'arrête pas. Donc inspirons-nous des exemples allemands, des exemples de Taïwan, de la Corée, de l'Autriche ou d'ailleurs.
Bruno Retailleau, votre réaction à cette étude américaine dont a parlé d'ailleurs Olivier Véran tout à l'heure dans l'hémicycle, une étude américaine qui invite à beaucoup de prudence sur l'usage de l'hydroxychloroquine, le médicament dont parle bien sûr le professeur Didier Raoult. Le problème de toutes ces études, c'est que pour qu'elles puissent vouloir dire quelque chose sur le protocole Raoult, il faut le respecter. Et c'est quoi le protocole Raoult ? C'est deux choses. C'est un, associer la molécule de chloroquine à une molécule d'antibiotique, premier point. Et deuxième point, c'est de donner aux malades en première phase et non pas dans une phase plus désespérée, deuxième phase grave. Ça ne marche pas. Donc voilà, moi je vois qu'en France, y compris, on a lancé des études qui ont tout fait pour biaiser le résultat. Soit qu'elles n'associaient que la molécule de chloroquine sans avoir la molécule d'antibiotique, soit qu'elle donnait ce traitement uniquement dans une deuxième phase. Moi, ce que je constate, c'est que... qu'on cherche à disqualifier les travaux du professeur Raoult ? Certaines études, je pense que oui, bien sûr, et je pense qu'aujourd'hui, on meurt 4 fois moins à Marseille. Alors, est-ce que c'est parce qu'à Marseille, il y a une météorologie spéciale ? Mais ça, c'est un chiffre. Voilà. Quand le professeur Raoult publie des analyses sur 1000 patients, on devrait vouloir s'en inspirer. Finalement, il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent laissons prescrire les médecins parce qu'on est en situation de guerre, on a une crise et c'est l'empirisme qui commande. Puis d'autres qui disent non, c'est d'abord la recherche médicale avec des règles très méthodologiques qu'il faut respecter. Voilà, je pense que quand on n'a pas d'autres traitements qui fonctionnent, quand on a une molécule qu'on connaît depuis longtemps, à condition que ce soit des médecins qui la prescrivent, je pense qu'on doit faire un certain nombre d'avancées dans le domaine. Et là aussi, je pense qu'on va prendre trop de retard. Bruno Retailleau, également tout à l'heure, Christophe Castaner a répondu à une question sur ces violences dans les quartiers sensibles qui sont sous tension. On observe une hausse des violences urbaines. Le ministre de l'Intérieur a bien dit qu'il n'y avait pas moins de contrôle là-bas qu'ailleurs. Il a aussi dit un message de fermeté. Est-ce que cela vous satisfait par rapport à la situation actuelle des banlieues? Non, mais les messages, c'est bien, mais je crois que les Français sont lassés des paroles, ils sont lassés des mots, ils savent parfaitement qu'entre les messages, les annonces, les paroles, voilà, il y a une énorme distance avec les actes. Moi, ce que je demande, c'est que lorsqu'il y a des troubles dans des quartiers, dans des villes, il y ait systématiquement un couvre-feu. Pourquoi? Parce que quand il y a un couvre-feu, peut-être que ça ne supprime pas les violences, mais ça aide les forces de l'ordre, notamment les policiers. Parce que quand quelqu'un est dehors, quand il y a un couvre-feu, vous n'avez pas besoin qu'il vous dise, par exemple, qu'il va voir sa grand-mère. Non, il n'a pas à être dehors. Voilà. Même si il peut vous montrer, si j'ose dire, sa pièce à conviction. Donc je pense qu'il faut être très ferme et il faut prendre les moyens de cette fermeté. Une toute dernière question, Bruno Retailleau, vous l'avez dit ce matin, vous êtes favorable à travailler 37 heures par semaine pendant un an, pendant cette période qui va suivre la crise. Vous assumez de demander ces efforts aux Français alors que la situation est si difficile pour certains d'entre eux. Est-ce que c'est vraiment le moment pour le dire? Bien sûr que la situation est difficile, mais justement parce que nous avons mal préparé le déconfinement, la France va être un des derniers pays à se déconfiner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'autres pays, d'autres entreprises vont capter des marchés qu'avaient auparavant nos entreprises. Ça veut dire que ce confinement, cette crise va accélérer le décrochage français. Moi, je dis aux Français, je leur tiens un langage de vérité, je dis je ne connais pas, dans une expérience personnelle, dans une expérience collective, de situations dont on se sorte, d'épreuves graves dont on se sorte, sans un surcroît d'efforts. Et les Français vont avoir le choix, soit le relèvement, soit l'affaissement. Je pense que si on veut demain une meilleure prospérité, eh bien je pense que si on veut plus de croissance, y compris pour nos jeunes demain, il va falloir se retrousser les manches. Ça ne sert à rien de mentir aux Français. Ils le savent. Des efforts. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir répondu à mes questions et je vais accueillir le président du groupe La République En Marche ici au Sénat, François Patriat. Bonjour. Bonjour. François Patriat, est-ce que vous êtes favorable à un déconfinement région par région comme le souhaite par exemple Renaud Muselier ou encore Hervé Morin qui font valoir que toutes les régions françaises ne sont pas touchées de la même manière? J'entends bien ce que disent ces deux présidents de région, de Normandie et de PACA. Si c'est pour créer de la polémique avec le gouvernement, je trouve que ce n'est pas justifié. Par contre, ils reprennent aujourd'hui ce qu'a dit l'Académie de médecine il y a presque un mois. L'Académie de médecine a dit il y a presque un mois qu'effectivement, en fonction du taux de morbidité, en fonction du taux d'infection de chaque territoire, on pouvait envisager. Je crois que c'est une des pistes qu'étudie aujourd'hui le gouvernement et pour le plan de déconfinement pour demain. Il est certain que dans les régions ou dans les départements comme dans les Landes,
qui sont à l'opposé de Mulhouse aujourd'hui, où il y a peu de cas, où le virus circule peu. Mais j'entends bien par là que les mesures de prévention devront être les mêmes partout. Parce qu'attention, imaginez que quelqu'un qui vient d'une zone confinée et qu'il va dans une zone déconfinée où on peut circuler librement, le risque sera le même. Donc tout ça doit se faire avec beaucoup de précautions. Est-ce qu'il faut pouvoir rouvrir, par exemple, les cafés et les restaurants dans ces zones un petit peu plus tôt, ces commerces qui souffrent tellement pour vous ? Est-ce que d'ouvrir un restaurant dans lequel il y aura une distance d'1 mètre ou 2 mètres, une personne par table, est-ce que c'est économiquement viable ou rentable ? Est-ce que c'est viable ou rentable pour 7 ou 8 ou 10 clients ? Parce que j'ai entendu parler de petits villages en Normandie. Est-ce que c'est rentable d'ouvrir, de payer quelqu'un, de repayer des charges, des frais, etc. pour le faire ? Je ne suis pas convaincu. La doctrine, je pense, pour les restaurants et pour les berges doit rester la même nationale, mais je demande surtout pour elles qu'il y ait un plan spécifique qui leur permette de passer la crise. Justement, la baisse de l'activité économique inquiète. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, faisait part ce matin du fait que la barre des 10 millions de Français au chômage partiel a été franchie. C'est trop pour vous? Est-ce qu'il faut que le travail reprenne au plus vite dans ce contexte et comment? D'abord, je souhaite que toutes les entreprises qui sont en capacité de reprendre, soit parce qu'elles ont des marchés, qu'elles peuvent reprendre immédiatement, des chantiers qui peuvent ouvrir, soit et en même temps si elles peuvent assurer la protection de leurs salariés, tel que le prévoit le code qui a été signé par les chefs d'entreprise aujourd'hui et tel que le demandent les salariés, il est souhaitable que le maximum d'entreprises puissent reprendre. Et il y a beaucoup d'artisans chez moi qui ont repris. Maintenant, sur le chômage partiel, 60 millions de personnes en Europe. 6 entreprises sur 10 en France y ont recours aujourd'hui, plus de 10 millions. C'est vrai que c'est beaucoup, ça ne peut pas durer très longtemps, c'est pour ça qu'il faut que l'activité reprenne au mieux et au plus vite. Mais dans le même temps, je vous rappelle que cette mesure a été celle qui a permis à l'Allemagne en 2008-2009 d'éviter qu'il y ait des licenciements nombreux et des faillites par ailleurs, ce qui a permis la reprise de l'activité. Donc je suis favorable à cette mesure. C'est une information du site Les Jours. Le groupe Vivendi, qui a pour filiale Canal+, et qui, via cette filiale, utilise justement le chômage partiel, veut néanmoins augmenter ses dividendes, augmentation de 20%. Est-ce que c'est pour vous acceptable? On a en mémoire, bien sûr, les mots du ministre de l'économie sur ce sujet. Non, mais alors je suis totalement aujourd'hui opposé à ce que des entreprises qui ont versé des dividendes à des actionnaires, c'est vrai pour beaucoup d'activités, y compris dans le médico-social privé, aujourd'hui, qui versent des dividendes, qui en même temps demandent les aides de l'État, ne peuvent pas à la fois avoir le beurre et l'argent du beurre en l'occurrence. Soit on suspend momentanément les versements des dividendes et on a les aides de l'État, soit on ne le fait pas et on ne les a pas. Une dernière question. Bruno Retailleau proposait ce matin la semaine de 37 heures pendant 1 an, pendant la période de sortie de crise, travailler plus d'efforts pour pouvoir sortir de la crise. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution? Généraliser une mesure à 37 heures ne me paraît pas bonne. Par contre, rappeler aux Français que nous ne relèverons ce pays dans l'unité nationale que par le travail et parce que chacun y mettra sa quote-part et y participera, je pense qu'il ne faut pas penser du déconfinement aux vacances. Il faut penser du déconfinement à la façon de redresser ce pays. Une mesure unilatérale, ça doit passer si les gens doivent travailler plus. Et s'ils veulent travailler plus demain, il devrait y avoir des contreparties. Soit en termes de défiscalisation, soit en termes d'heures supplémentaires mieux payées, soit en termes de primes, mais pas de façon unitaire comme cela. Toute dernière question, François Patria. Est-ce que pour vous, il va falloir dans le déconfinement limiter les déplacements entre les régions? On sait que c'est parmi les pistes du gouvernement. J'ai répondu à votre première question dans ce sens-là aujourd'hui. Si on déconfine demain, il faudra, je pense, laisser les gens se déplacer uniquement pour des raisons de travail, pour des raisons qui sont... Mais pas limiter les déplacements de confort. Je ne vois pas pourquoi demain on serait déconfiné pour aller voir telle ou telle personne de sa famille dans telle ou telle région, ou en fin de compte on irait pour aller en vacances ou pour aller dans un lieu plus agréable. Ça je pense que c'est à déconseiller. Là encore c'est à l'appréciation de chacun, mais la doctrine doit être définie. Eh bien, merci beaucoup François Patria d'avoir répondu à mes questions. Nous allons continuer les interviews, mais je vous propose de revenir à un temps fort de la séance de questions d'actualité tout à l'heure. La réponse notamment du ministre de la Santé, Olivier Véran. Il a défendu l'action des agences régionales de santé qui sont beaucoup critiquées actuellement pour un certain nombre de lourdeurs administratives. Justement, pour Olivier Véran, elles se sont montrées très utiles dans cette crise. Écoutez.
Je voudrais qu'on retienne que notre pays a réalisé 644 évacuations sanitaires par train, par avion, par hélicoptère. Nous sommes le seul pays au monde à l'avoir fait. C'est une fierté française. J'étais en lien hier avec des réanimateurs de l'hôpital de Strasbourg qui me racontaient ce que ça avait représenté comme chantier monumental pour permettre de sauver des vies. C'est un motif de fierté et nous n'aurions pas pu le faire sans l'intervention permanente des agences régionales de santé et de ces agents. J'ajoute qu'un certain nombre d'entre eux ont payé un lourd tribut. Il y a eu des morts dans les ARS. Monsieur le sénateur, et des gens qui ont continué de travailler alors qu'ils étaient malades, parce que sans les agences régionales de santé, sans leurs agents dans les territoires, tout est perfectible. Tout système, surtout administratif, est perfectible. Et je pourrais écrire un roman sur les difficultés, les longueurs, les problèmes logistiques, administratifs que connaît notre pays, comme d'autres. Mais encore une fois, permettez-moi de rendre hommage au grand talent des agents des ARS. Et enfin, sur les dentistes, je leur ai écrit hier, ils auront 150 000 masques FFP2 supplémentaires. Et je profite de votre question pour les remercier pour s'être organisés pour assurer les urgences sur tout le territoire depuis plusieurs semaines et pour les semaines à venir. Voilà, tout à l'heure, pour cette intervention d'Olivier Véran, je suis avec Claude Maluret, le président du groupe Les Indépendants au Sénat. Votre réaction d'abord à cette réponse, cette défense d'Olivier Véran des agences régionales de santé qui ont été beaucoup critiquées pour leurs lourdeurs administratives ces dernières semaines. Le ministre de la Santé les a défendues. Je vois mal le ministre de la Santé ne pas défendre les agences régionales de santé, donc il est dans son rôle. Je crois qu'on a un système centralisé en France. On a les avantages de ce système centralisé et souvent en cas de crise généralisée c'est quand même un avantage. Et puis on a aussi les inconvénients, c'est une certaine bureaucratie, c'est une certaine lourdeur, c'est parfois des retards. Et par conséquent, voilà, je crois qu'il faut pas... les retards dans la réaction au début, notamment de l'épidémie de coronavirus. Oui, je ne suis pas sûr que s'il y a eu retard au début, ce soit les ARS qui soient en charge. Je crois en plus qu'il ne faut pas mettre... pas faire une généralisation. Moi, je suis dans une région où je n'ai absolument pas à me plaindre de l'action des ARS. En plus, il y a une action des ARS coordonnée obligatoirement avec les régions, avec les départements, avec les préfectures. C'est un rôle qui n'est pas facile. Alors, j'imagine, puisque j'entends des critiques, qu'il y a des endroits, et les ARS sont souvent, je parle des directeurs d'ARS, sont souvent des gens avec des personnalités différentes, et la personnalité du directeur, on pourrait penser que c'est pas le cas. Du directeur notamment de la région Grand Est, enfin de l'ARS du Grand Est. Par exemple, mais c'est comme les préfets. Les préfets ont aussi des personnalités. Et puis le préfet de la région parisienne, par exemple, le préfet de la police de Paris a une personnalité que tout le monde a vue à la télévision, qui est particulière. Donc voilà, c'est des cas d'espèce. Et bien entendu, dans une telle crise, il peut y avoir, j'imagine, des critiques. J'entends des critiques d'ailleurs. Claude Maluret, le déconfinement devrait donc commencer le 11 mai. On a pour l'instant peut-être plus de questions que de réponses par rapport à cette période. Est-ce que pour vous, vous estimez que c'est le bon horizon pour entamer ce déconfinement ? Je suis d'accord avec vous. Il est évident aujourd'hui qu'on a beaucoup plus de questions que de réponses. Et tout le monde a beaucoup plus de questions que de réponses. Et tous les pays ont beaucoup plus de questions que de réponses. Et le gouvernement est aujourd'hui dans la phase des questionnements et dans la préparation des réponses. J'espère, puisque le Premier ministre doit, d'ici la fin avril, début mai, proposer les mesures de déconfinement qui seront l'objet d'un débat au Parlement, j'espère qu'à ce moment-là, nous aurons plus de réponses que de questions. Mais il est évident aujourd'hui, je parle même avant le déconfinement, de la préparation du tracking, la préparation des écoles, des systèmes scolaires, etc. Il est évident qu'il y a aujourd'hui plus de questions que de réponses. Il y a encore toujours plus de questions médicales et virologiques et épidémiologiques sur le virus lui-même. Donc tout le monde a aujourd'hui plus de questions que de réponses. On évolue avec la crise. Le sujet sur lequel on a peut-être le plus d'informations, c'est pour l'instant l'école. Le déconfinement sur 3 semaines pour les enfants avec ce système de rotation peut-être pour avoir des demi-groupes, ça vous paraît tenable ? Je crois que ça va être difficile. Et il va falloir vraiment une conjonction entre l'État, les représentants locaux du ministère de l'Éducation nationale, les maires bien entendu, et les départements et les régions, puisque le système scolaire fait participer l'ensemble des collectivités territoriales. C'est une première.
Il va y avoir sans doute des frottements. J'espère que ça va se passer le mieux possible. Et puis il va y avoir bien entendu le cas des enseignants qui peuvent, si les enfants ne font pas des formes graves, les enseignants, eux, n'ont pas 5 ans ou 10 ans et ils peuvent être légitimement inquiets. Donc il va falloir prendre des mesures délicates. Une toute dernière question sur le Parlement. Dans cette période de confinement, des voix s'élèvent, jugent que le Parlement peut faire seulement un contrôle Canada Dry. Je reprends les mots de Marie-Pierre de la Gontrie sur ce sujet. Est-ce que vous jugez lui aussi qu'il n'a pas la place qu'il devrait dans ce contexte? Je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde, toutes les administrations, toutes les entreprises font du Canada Dry. Est-ce que vous avez vu une entreprise qui fonctionne à 100% Est-ce que vous avez vu une administration qui fonctionne à 100%, sauf celle de la santé qui, elle, fonctionne à 150%, mais à part ça, c'est le cas de tout le monde. Donc le Parlement, il est dans la crise comme l'ensemble du pays. Cela dit, il faut quand même relativiser. Regardez cet après-midi, nous sommes en train de voter le projet de loi de finances rectificative. Nous allons voter le plan de déconfinement il y a quelque temps. Nous avons voté la loi d'urgence sanitaire et nous sommes, comme chaque semaine, pour les questions au gouvernement, là où le gouvernement doit répondre au contrôle du Sénat et hier de l'Assemblée nationale. Donc, bien entendu, peut-être on peut dire c'est du Canada Dry, mais le Parlement n'a abandonné ni sa fonction, même si nous sommes moins nombreux en séance, bien entendu, mais on n'a abandonné ni notre fonction de législateur, ni notre fonction de contrôle. Eh bien, merci beaucoup Claude Maluret d'avoir répondu à mes questions. Je vais à présent accueillir Vincent Eblé, le président socialiste de la Commission des finances. Vous parliez justement du budget rectificatif. Ce budget, il est en cours d'examen ici au Sénat, encore certainement aujourd'hui, ce soir bien sûr. Est-il pour vous à la hauteur des enjeux? 110 milliards d'euros fait valoir le gouvernement. C'est plus que 2 fois plus que le premier plan qui était prévu et qui avait été voté par le Sénat quelques jours après le début du confinement. Oui, en effet, s'il s'agit de faire une comptabilité de ce PLFR2 en comparaison du premier PLFR qui nous a été proposé il y a quelques semaines, il est en effet plus important et nous l'avons bien volontiers acté. C'est une satisfaction ? Maintenant, oui, sans doute, je l'ai dit comme ça en tout cas en séance, mais quant à considérer que cela serait suffisant, ce n'est pas tout à fait la position de mon groupe et la mienne. Nous considérons qu'il serait possible d'aller encore plus loin dans certains domaines, par exemple dans la prise en charge, je dirais, de la traversée de crise par les Françaises et les Français les plus fragiles. C'est la question, par exemple, d'un soutien aux étudiants, d'un soutien aux victimes du Covid, on se rappelle qu'Emmanuel Macron avait parlé de ce soutien aux étudiants précaires, mais oui, il n'y en a pas la traduction. Oui, bien sûr. Alors, assez souvent, d'ailleurs, nos amendements ne font que reprendre des idées qui ont été évoquées dans le débat public et parfois même par les membres du gouvernement ou des membres de la majorité gouvernementale, mais on n'en voit pas la traduction. Donc, c'est quand même un petit problème. Et puis, il y a un versant qui n'est pas du tout traité, c'est le versant des ressources. Donc, c'est très bien de financer par le déficit. On n'y est pas forcément hostile, on ne va pas avoir les yeux rivés sur les équilibres budgétaires que la France a objectivement perdus depuis au moins 40 ans, mais enfin on en arrive à une situation où il serait peut-être possible de faire contribuer aux charges de cette crise, en tout cas les segments économiques qui, j'irais, ne se portent pas mal du fait de la crise. Par exemple, le secteur des assurances, c'est un vrai sujet. Donc nous l'avons proposé et d'autres groupes politiques que le mien l'ont proposé dans l'hémicycle et il y a eu convergence des analyses et nous avons donc pu voter, je dirais, un amendement en ce sens. Quand le gouvernement nous présente à la fin de la première partie un amendement pour un article d'équilibre qui ajuste les montants financiers du projet de loi de finances rectifié en fonction de ce qui a été voté, il met 0 en face de cette proposition. Donc c'est voté par le Parlement, il faut bien que le gouvernement en tienne compte, mais il ne veut pas traduire la réalité financière de ce vote. Je trouve ça particulièrement désobligeant à l'égard de la représentation nationale et je l'ai dit en tant que tel. Votre groupe porte également des amendements pour le rétablissement de l'ISF. Que répondez-vous à ceux qui vous disent
Bon, ce combat-là, eh bien, c'est celui d'hier, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Ce sont les mots, par exemple, d'Hervé Marseille qui estime que... Je réponds qu'Hervé Marseille n'a pas lu l'amendement que nous avons proposé, car nous ne proposons pas le rétablissement de l'ISF d'autrefois. Nous proposons une nouvelle formule d'imposition sur le capital qui, par exemple, tient compte du fait que, analyse que j'ai conduite avec le rapporteur général du budget, nous avons un ISF autrefois qui permettait à certains très hauts contribuables, à très fort patrimoine, d'échapper totalement à cette imposition, parce qu'il suffit de mettre vos ressources, je dirais, à zéro et de capitaliser vos gains du fait de votre très grande fortune et d'emprunter, par exemple, pour couvrir vos charges courantes de la vie courante, et vous êtes protégé et vous ne payez plus l'impôt sur la fortune. Donc il y a de très grands noms que je ne donnerai pas ici, de très grandes fortunes françaises, mais qui sont, j'irais, bien connues, j'irais, des Français et des spécialistes, et pas que des spécialistes, qui, j'irais, utilisaient ainsi ce dispositif. Donc l'ISF 2.0 que je propose, c'est un ISF de nouvelle génération qui fait véritablement payer les très riches, et pour ne pas alourdir l'impôt sur la fortune tel qu'il existait, je dirais, encore récemment, nous proposons d'alléger des plus petits riches qui, eux, ne seraient plus taxés. Donc, je dirais, c'est une réforme complète de la fiscalité sur le capital. Vincent Eblé, c'est une information du site Les Jours. Votre réaction au fait que Vivendi, qui bénéficie du chômage partiel, notamment pour sa filiale Canal+, augmente ses dividendes. Est-ce que pour vous, c'est une situation acceptable? Oui, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une augmentation de 20%. 20%. C'est tout à fait scandaleux, c'est extrêmement choquant. Et d'ailleurs, chacun en avait convenu, puisqu'il avait été demandé, y compris, je dirais, par des membres du gouvernement, que, je dirais, les entreprises qui bénéficient des aides de l'État, et en particulier pour le dispositif du chômage partiel, ne distribuent pas de dividendes à leurs actionnaires. Et on voit que, malgré cette affirmation, qui est presque là pour amuser la galerie, semble-t-il, je dirais, aucun dispositif véritablement contraignant n'est adopté en la matière. Donc, en effet, c'est extrêmement choquant, et nous dénonçons tout à fait ces pratiques, et nous demandons que des dispositions opérantes soient mises en œuvre pour les interdire. Eh bien, merci beaucoup Vincent Eblé d'avoir répondu à mes questions. On va poursuivre les interviews, mais tout de suite, retour à un autre temps fort de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, et notamment la réponse de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a été interrogé sur ces violences qu'il y a dans certains quartiers sensibles en France ces derniers jours. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Il est vrai que dans ces quartiers, au moment où nous intervenons, il peut arriver qu'il y ait des provocations, qu'il y ait des atteintes à nos forces de sécurité, des mises en cause, de l'utilisation de différents projectiles contre nos forces de sécurité. Ces dernières nuits, vous l'avez rappelé, et en particulier depuis samedi soir, des guet-apens ont été organisés. Et là encore, je veux vous dire que d'abord, nous les condamnons de la façon la plus ferme et nous réagissons immédiatement. La nuit dernière, une quinzaine de faits se sont déroulés sur le territoire national. 12 personnes ont été interpellées. Depuis le week-end dernier, ce sont 28 qui ont été interpellés. Monsieur le sénateur, mesdames les sénateurs, n'ayez aucun doute. Nous veillons à faire en sorte que le confinement soit respecté partout en France, et partout où nos forces de sécurité intérieure sont mises en cause, sont provoquées. Nous leur devons protection, nous le faisons, et nous devons sanctionner cela de la façon la plus ferme possible. Et je suis avec Alain Joyandet, sénateur Les Républicains de la Haute-Saône. C'est vous qui interrogez justement le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur ces violences qu'il y a dans certains quartiers sensibles. Est-ce que vous avez été satisfait par la réponse du ministre, qui dit notamment qu'il n'y a pas moins de contrôle dans ces quartiers sensibles qu'ailleurs, qu'en gros qu'il n'y a pas de laxisme en tout cas de la part des forces de l'ordre? Je crois surtout que cette crise révèle nos faiblesses. Les faiblesses que nous avons eues collectivement en fermant un peu les yeux sur ce qui se passait dans ces banlieues. Et on voit bien que même en temps de Covid-19, sur la question du confinement, eh bien, le confinement n'est pas respecté dans ces endroits de la République. La République se perd un peu. Donc Christophe Castaner me dit, effectivement, il y a des contrôles, il y a des patrouilles, mais on voit bien quand même que les policiers sont attaqués, des voitures de SOS médecins sont attaquées. Un récidiviste qui a été condamné 14 fois rentre dans un car de police
et c'est presque la police qui est mise au banc des accusés. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut reprendre une véritable action de sécurité sur ces territoires de la République, parce qu'autrement on va repartir dans des émeutes comme en 2005, parce qu'effectivement le problème du confinement pose d'autres problèmes à ceux qui sont les animateurs de ces quartiers. Cela montre aussi l'ampleur de la crise sociale, des difficultés aussi dans certains quartiers sensibles. Là, le problème est peut-être aussi là, Alain Joyandet. La crise sociale n'est pas le déclencheur de ce qui se passe en ce moment. Parce que sous le manteau, on parle d'autre chose. Sous le manteau, on parle de drogue, on parle de choses comme ça, on parle de deals qui ne sont plus organisables en période de confinement. C'est pour ça aussi que le confinement n'est pas respecté. Ça ne date pas évidemment d'hier, ça date d'un certain nombre d'années. Mais en ce moment, c'est à nouveau en train de ressurgir parce que les bandes, évidemment, qui ne peuvent plus organiser leurs petites affaires, sont actuellement en pleine turbulence. Et donc je pense qu'il faudrait sans doute que les forces de l'ordre mettent un peu le paquet, comme on dit. Plus de fermeté. Un peu plus de fermeté, je pense, sans doute un peu plus de moyens pour qu'on n'ait pas une crise sécuritaire qui s'ajoute à la crise sanitaire. C'est déjà suffisamment difficile pour le gouvernement. Vous noterez d'ailleurs que pour la crise sanitaire, l'opposition fait bloc avec le gouvernement. Nous sommes quand même très constructifs et c'est pour ça que je pensais qu'il était bon d'alerter le gouvernement sur le fait que pendant cette crise sanitaire, il ne faut surtout pas laisser dériver ce qui se passe en ce moment. Les médias n'en parlent pas trop parce que l'actualité, c'est vraiment le virus, mais il faut être très très attentif à ce qui est en train de se passer en ce moment, autrement ça pourrait exploser. On entend tout de même des critiques dans votre camp, notamment sur le plan de déconfinement du gouvernement, que l'on ne connaît pas encore. On connaît surtout la date, le 11 mai, et puis l'essentiel de ce que l'on connaît de ce plan, c'est finalement ce qui concerne les écoles. Est-ce que pour vous, ce timing vous paraît aujourd'hui satisfaisant? Est-ce que vous jugez qu'on est sur les rails pour un début de déconfinement le 11 mai? Vous savez, si c'était facile, on le saurait. Donc c'est facile pour personne, pour aucun gouvernement, pour aucun président. Moi, j'ai été très sévère avec le gouvernement et le président dans le début de la gestion de la crise. Je trouve que là, les choses sont en train d'être prises en main d'une manière un petit peu différente. Le président, je pense, à titre personnel, ça n'engage que moi, a bien fait de donner une date. Et d'ici cette date, évidemment, c'est pas anormal qu'il y ait un peu de balbutiement pour savoir comment tout ça va s'organiser, qu'il y ait des craintes, c'est normal, qu'il y ait des peurs, c'est normal, qu'il y ait des doutes, c'est normal aussi. Mais je suis tenté de dire qu'il faut maintenant en sortir. L'Allemagne en sort, l'Autriche en sort, les Anglais en sortent. Donc il ne faut pas non plus ajouter une crise économique dont on ne va pas sortir. On ne va pas faire déposer le bilan à la France non plus. Donc il faut changer de stratégie. À mon avis, il faut sortir du confinement, mais avec toutes les barrières sanitaires possibles. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas les barrières sanitaires. C'est ça qui fait peur. On parle du 11 mai, on n'a pas les barrières sanitaires. Il faut les masques, il faut les gants, il faut les protections, il faut l'organisation, il faut la logistique, il faut tout ça. Mais le président a bien fait de fixer une date. Et d'ici cette date, il faut absolument qu'on soit organisé. Mais il faut en sortir parce qu'il faut que la France s'en sorte et il faut que les gens puissent repartir au boulot. Eh bien, merci beaucoup Alain Joyandet d'avoir répondu à mes questions. Et je vais également accueillir à présent Fabien Gay, sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup Alain Joyandet. Fabien Gay, une première question sur la situation des banlieues. Il y a eu une question tout à l'heure, notamment à Christophe Castaner. La tension est montée d'un cran, notamment en banlieue parisienne. On parle des Hauts-de-Seine, on parle aussi de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que, pour reprendre les mots d'Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois, vous jugez que cela peut déraper à tout moment ? Non, mais je m'inscris en faux, y compris avec les propos de mon collègue précédent, M. Joyandet. Il n'y a pas un non-respect du confinement dans les banlieues populaires. Ça fait maintenant un mois qu'une grande partie de la droite répète ça. C'est absolument faux. Ça n'a pas été le cas, notamment en Seine-Saint-Denis. Non, mais même le préfet et les élus locaux, nous avons des problèmes. Personne ne nie ça. Nous avons des questions sociales, d'abord économiques, aussi sécuritaires, évidemment. Personne ne nie ça. Mais le confinement, il est autant respecté qu'ailleurs. Les hommes et les femmes en banlieue se confinent parce qu'eux aussi ont peur de la crise sanitaire. Néanmoins, il y a une montée des tensions. Oui, c'est plus dur. C'est plus dur d'être confiné dans un HLM et parfois dans un HLM ou dans un type de logement dégradé, très précarisé. En plus, vous ajoutez une précarité rampante. Il y a une question autour de l'aide alimentaire maintenant qui se pose, notamment en Seine-Saint-Denis. Les associations sont à bout de souffle, elles nous le disent. On pourra avoir une crise alimentaire très rapidement, donc il faut que l'État aide, des fonds il faut débloquer et il faut aider ces associations. Et puis l'État doit prendre en charge ces questions-là. Mais arrêtons de répéter ça sans cesse.
cette stigmatisation des quartiers populaires, des banlieues populaires de la Seine-Saint-Denis est insupportable. Elle est autant respectée qu'ailleurs. Et je rappelle d'ailleurs que beaucoup d'habitants des quartiers populaires sont au travail aujourd'hui. Ceux qu'on appelle les invisibles prennent le RER B tous les jours et vont au travail. Ce sont les aides-soignantes, ce sont les éboueurs, ce sont les caissières et les caissiers. Et ils sont en première ligne. Donc arrêtons avec tout ça. J'en ai marre, moi, d'enchaîner les plateaux de télévision pour répéter ça. Et je ne suis pas un pleureur. Nous sommes extrêmement offensifs. Nous demandons l'égalité républicaine depuis des années dans notre département. Plus de moyens de police, plus de moyens de justice, plus de moyens d'éducation. C'est ça que nous avons besoin, notamment au moment de la crise, mais aussi tout au long de l'année. Fabien Gay, actuellement, le Sénat est également en train de débattre du budget rectificatif, le deuxième budget rectificatif depuis le début de la crise. Vous êtes notamment favorable à une taxe Amazon. Sur quel motif? Et cela malgré la fermeture des entrepôts en France ces derniers jours? Oui, la question c'est qui va payer la crise. Donc la droite, le MEDEF et le gouvernement, eux, ils ont résolu le problème. Ça fait 10 jours qu'ils nous expliquent que ce sont les salariés qui vont devoir payer la crise. Moins de congés, allonger le temps de travail, pas forcément payer les heures supplémentaires. Enfin, chacun va dans sa surenchère. Où il y a la question, oui, il va falloir faire contribuer notamment les plus riches, qui sont exemptés de beaucoup de choses depuis le début de ce quinquennat, pour abonder notamment ce fonds d'urgence. Donc la question, le e-commerce fonctionne alors que nos commerçants ont été fermés. Il n'est pas anormal de dire qu'on va les taxer pour abonder ce fonds d'urgence, notamment pour les commerçants qui sont fermés. Et notamment aussi avec un retour de l'impôt sur la fortune. Le groupe socialiste a lui aussi porté des amendements dans ce sens en faisant valoir un nouvel impôt sur la fortune. Oui, l'ISF, bien sûr, on va nous dire c'est un symbole. C'est 3,8 milliards. Ça ne suffira pas seul. Mais c'est l'ensemble de ces dispositions. C'est une goutte d'eau par rapport à la situation actuelle. Oui, mais c'est l'ensemble de ces dispositions. C'est un signal envoyé. L'ISF, le refus du gouvernement et de la droite sénatoriale. Augmenter les 1% des hauts revenus, un peu d'imposition, refusé. Revenir sur la flat tax, refusé. Mais par contre, ils nous disent, vous inquiétez pas, tout le monde va devoir retrouver ses manches, notamment les salariés, c'est-à-dire déjà les plus précarisés. Les 9,5 millions de personnes qui sont au chômage partiel, qui sont à 84% de leur salaire aujourd'hui, est-ce qu'ils vont pouvoir contribuer? Non. Donc les 1% les plus riches, il faut qu'ils contribuent. Donc commençons par l'ISF et puis par d'autres mesures. Notamment une taxe sur les dividendes, par exemple. Vous voyez, certains pays font le choix de ne pas verser de dividendes. C'est une question qui est posée, mais ici, le gouvernement et la droite sénatoriale, et le MEDEF s'en réjouit, refusent tous nos arguments, mais on va continuer. Et de toute façon, le débat va continuer dans le pays. Parce que le plus grand nombre commence à venir sur toutes ces questions de justice fiscale, sociale et environnementale. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Fabien Gay d'avoir répondu à mes questions. Et tout de suite, on va également écouter une interview d'Albéric de Montgolfier, le rapporteur général du budget, qui actuellement est en train, alors qu'actuellement le Sénat est en train de débattre du budget rectificatif, le deuxième depuis le début de la crise. Le Sénat a des propositions de loi qui visent à créer un régime d'assurance contre la pandémie, donc un peu comme les catastrophes naturelles. Ça, c'est un programme pour l'avenir. Pour le présent, on souhaite que le secteur de l'assurance contribue plus qu'il ne contribue actuellement. Car il y a aussi moins d'accidents. Parce qu'il y a moins d'accidents, vous l'avez dit, il n'y a pas de circulation routière, par exemple, il y a sans doute moins de cambriolage, donc il y a un certain nombre de sinistres qui sont en baisse. Et ce n'est pas simplement l'aléa habituel, c'est qu'on est dans une situation très particulière lorsque vous êtes, comme aujourd'hui, interdit, par exemple, de circuler. Par définition, on est sur une période où le contrat devrait presque être suspendu. Donc nous souhaitons, et nous avons voté, des dispositions qui apportent une contribution financière de l'assurance actuellement avec des recettes supplémentaires. Plus globalement, le Sénat sur ce budget rectificatif est plutôt dans une position constructive, mais vous voulez aller plus loin dans le soutien aux entreprises, notamment par un mécanisme de crédit d'impôt. Vous ne craignez pas pour les finances publiques? Alors, de toute façon, on est dans une situation totalement folle, totalement hors norme. On était à peu près 98 milliards de déficit lorsqu'on a voté le budget pour l'année 2020. On le double quasiment. Donc en 3 mois, on a explosé les chiffres habituels. Donc c'est une situation excessivement compliquée. C'est aussi une situation où il s'agit de lancer une bouée de sauvetage pour sauver les entreprises, pour aider les particuliers. Et donc je pense qu'on n'est pas vraiment à ce stade, malheureusement, à être dans l'équilibre budgétaire. Ce qu'il faut, c'est, ce que fait le Sénat, veiller à ce que personne ne reste
au bord de la route, échappent au dispositif. Et donc nous sommes plutôt dans l'amélioration des dispositifs gouvernementaux que dans la construction d'un nouveau projet ou d'un autre projet. Ça viendra, mais ce sera un autre temps. Certains pensent qu'il y a des entreprises qui peuvent contribuer plus, par exemple Laurent Berger, qui voudrait la mise en place d'une contribution exceptionnelle pour les entreprises non impactées. Est-ce que vous seriez favorable à un tel mécanisme? Déjà, il faudrait savoir qui n'est pas impacté, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la grande distribution, elles vendent peut-être des pâtes, elles vendent peut-être du riz, mais il y a moins de clients. Aucun secteur n'est aujourd'hui épargné par la crise. Alors, il y en a qui sont vraiment dans une situation dramatique. Un restaurant qui est fermé, qui restera fermé après le 11 mai. Il y a des situations difficiles, et puis il y en a qui sont sans doute moins impactés, mais aucun secteur n'est épargné. Ça touche tout le monde. Ça touche le commerce mondial, ça touche le commerce français, ça touche l'industrie. Donc c'est très difficile de savoir qui... Vous dites par exemple Amazon s'en sort bien Amazon, dans cette situation? Est-ce que vous pensez que, regardez même les difficultés de distribution, il n'y a par exemple la Poste que 4 jours par semaine. Donc on voit aujourd'hui que tous les secteurs sont impactés. Après, la question du financement de ces mesures, de la fiscalité, des mesures de fonds, c'est une question qui se posera. Mais aujourd'hui, on souhaite rester à l'urgence. Et l'urgence aujourd'hui, c'est bien sûr le sanitaire, comment on sort, le déconfinement. Et c'est aussi sur le plan économique, comment pendant cette période très compliquée, la plus courte possible, on essaye de sauver les entreprises. Après, la question fiscale, de la dette, tout ça, ça se posera. Mais parons le plus pressé, c'est-à-dire sauvons nos entreprises, sauvons nos emplois. Une toute dernière question. Vous espérez une commission mixte paritaire conclusive? Vous pensez que le projet de loi pourrait être adopté demain, vendredi peut-être? Alors, nous espérons la réussite d'une commission mixte paritaire, parce que les propositions que fait le Sénat sont raisonnables. Je vont dans l'amélioration du dispositif. Je pense qu'elles peuvent être entendues par nos collègues députés. Et je pense que dans l'esprit qui est celui d'un esprit collectif de lutte contre cette épidémie et bien sûr de lutte contre les problèmes économiques considérables que nous avons, je pense que ce serait vraiment l'esprit de réussir cette CMP. En tous les cas, je l'espère et je crois que le Sénat va continuer son travail cet après-midi et nous pourrons, j'espère, conclure favorablement demain. Voilà pour cette interview d'Albéric de Montgolfier, le rapporteur général du budget. Cela alors que le Sénat est en train de débattre du deuxième budget rectificatif depuis le début de la crise du coronavirus. Les travaux parlementaires se poursuivent sur Public Sénat. Tout de suite, on va suivre une audition, celle de la direction d'Air France KLM, et notamment avec son grand patron Ben Smith. Une audition en visioconférence sous la houlette de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et cela alors que Air France est en très grande difficulté. Notez que l'État français et l'État néerlandais ont déjà dit qu'ils allaient garantir les prêts bancaires de plusieurs milliards d'euros. L'État se dit donc au rendez-vous pour venir en aide à Air France. Tout de suite, on prend la direction de cette audition. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte, je crois bien qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer lors de notre dernière audition. La pandémie du coronavirus a très violemment agressé l'ensemble de l'économie et tout particulièrement, comme vous le savez, le secteur aérien, dans des proportions totalement inédites et en provoquant l'arrêt de pratiquement tous les vols à travers le monde. Selon les estimations de l'Association internationale de transport aérien, IATA, les pertes pourraient atteindre 290 milliards d'euros en 2020, donc 82 milliards pour l'Europe seule. Rappelons cette chronologie de quelques semaines qui ont vu la chute de l'activité. 23 janvier, fermeture de l'aéroport de Wuhan en Chine.